Bien. Eh bien, je vous propose de commencer la séance d'aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, avant de commencer le cours lui-même, je vous rappelle que nous aurons à 11h15 le séminaire de Tillmann V de Stuttgart, qui nous parlera de gaz quantique dipolaire et liquide quantique dipolaire. Et la semaine prochaine, le séminaire sera donné par Isabelle Buchschul et portera sur la physique des fluides de Bose à une dimension. On a vu beaucoup de deux dimensions cette année, mais je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire aussi un panorama de ce qui se passe à 1D, où il y a aussi beaucoup de choses intéressantes. Donc, je vous propose de reprendre le cours là où on l'avait laissé la semaine dernière. Et le cours d'aujourd'hui sera donc consacré à cette transition BKT, mais cette fois-ci explorée avec des gaz d'atomes ou de polaritons. Alors, je vous rappelle le point où on en est resté la semaine dernière. Donc, on s'est intéressé à un fluide à deux dimensions de particules de Bose, obéissant à la statistique de Bose-Einstein, avec des interactions à courte portée. On avait décrit ces interactions sous la forme d'une interaction de contact. Donc, deux particules en I et J interagissent avec un potentiel qui est proportionnel à la distribution de Dirac delta de RI moins RJ, avec un préfacteur qu'on pouvait mettre sous la forme h bar 2 sur M, où M est la masse d'une particule, fois un coefficient G tilde. Et ce coefficient G tilde, on peut voir facilement pour une distribution de Dirac à deux dimensions, ce coefficient G tilde est adimensionné, n'a pas de dimension. Et c'est donc lui qui caractérise la force de l'interaction. Plus il est grand, plus le gaz sera en interaction forte. Alors, ce paramètre G tilde, on avait vu dans un des cours précédents comment le calculer dans la vraie vie, si je puis dire. Dans la vraie vie, donc, on part de particules qui évoluent dans l'espace à trois dimensions. On confine fortement une des trois directions pour geler le mouvement dans cette direction-là, donc appelons-la Z, cette direction fortement confinée. À ce moment-là, la fonction des particules dans cette direction Z, ça va être l'état fondamental du potentiel qui confine fortement les particules. Appelons petit l l'extension de cet état fondamental. Eh bien, ce paramètre G tilde, donc sans dimension, en fait, il se présente comme le rapport de deux longueurs. Au numérateur, vous avez la longueur de diffusion à trois dimensions, qui caractérise comment des particules interagiraient entre elles si elles évoluaient librement dans les trois directions de l'espace. Et là, au dénominateur, vous avez précisément cette extension, petit l, selon la direction qui est fortement confinée. Donc, plus vous confinez fortement la particule, plus petit l sera petit, et à ce moment-là, plus G tilde sera grand. Donc, c'est un moyen de faire varier la force d'interaction à deux dimensions, c'est de faire varier ce confinement selon Z. Donc, à partir de ce système de particules évoluant effectivement dans l'espace à deux dimensions, eh bien, ce qu'on a vu dans les cours qui précèdent, c'est en premier le théorème de Mermin-Wagner. Ce théorème nous dit que si on a affaire à un système uniforme, eh bien, on n'a pas de condensation de Bose-Einstein, bien qu'on considère des particules de Bose ici, on n'a pas de condensation de Bose-Einstein à la limite thermodynamique. C'est un cas particulier du théorème de Mermin-Wagner qui dit plus généralement qu'il n'y a pas de brisure, je vous rappelle, pas de brisure spontanée d'une symétrie continue quand on est dans un espace à dimension réduite et qu'on est en dehors de la température nulle. Mais ce qu'on a vu aussi la semaine dernière, c'est que malgré tout, il y a une transition superfluide, une transition non conventionnelle, c'est-à-dire une transition qui ne rentre pas dans la classification de Landau des transitions du premier et deuxième ordre. C'est une transition qui a été comprise en premier par Berezinski d'un côté et Kosterlitz-Taules de l'autre. Et c'est ça qui nous a occupé dans tout le cours la semaine dernière, de caractériser cette transition. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Eh bien, on a donc trouvé que si vous prenez un fluide de particules à deux dimensions, comme ce que je viens de décrire, on varie sa température, donc ici vous avez la température nulle. À haute température, c'est-à-dire au-dessus d'une certaine température critique, l'état du fluide est un état normal, c'est-à-dire que si vous avez un mouvement, eh bien, il y aura de la dissipation. Donc la densité du fluide ρ, je peux l'écrire ρ égale ρ normal. Et puis, en dessous d'une certaine température critique, il y a une transition de phase qui se produit. Il y a une fraction du fluide qui devient superfluide, donc qui va pouvoir se propager sans dissipation. La manière dont on l'avait caractérisé, je vous rappelle, c'est de considérer des conditions limites. Et au lieu de prendre des conditions limites périodiques, on avait pris des conditions limites tordues. On avait constaté qu'il y a une fraction du fluide qui répondait à cette torsion des conditions limites par une augmentation de l'énergie libre, ce qui est la signature de superfluidité. Donc le ρ, maintenant, la densité totale peut s'écrire comme la somme de la densité normale, qui n'est a priori pas nulle, mais qui est réduite, plus une densité superfluide qui apparaît en dessous de Tc. Et plutôt que de travailler avec la densité, qui est donc une quantité qui se mesure en nombre d'atomes par mètre carré,
eh bien, on peut travailler avec une quantité, encore une fois, sans dimension, qui est la densité dans l'espace des phases, qu'on obtient simplement en prenant la densité dans l'espace réel fois une surface, donc, qui est lambda t carré. Je vous rappelle que lambda t, cette longueur d'onde thermique, c'est ce qui caractérise l'extension des paquets d'ondes dans l'espace. Donc, ρ lambda t carré, finalement, ça caractérise dans quelle mesure les différents paquets d'ondes se recouvrent les uns avec les autres. Et bien, donc, cette densité dans l'espace des phases, on pouvait l'écrire ici, d égale d normal, et puis ici, d égale d normal plus d superfluide. La transition qui se produit à TC, on avait vu la semaine dernière qu'elle est liée au vortex. Les vortex, ce sont des trous de densité. Autour d'un trou de densité, vous avez un enroulement de phase qui vaut, pour simplifier, plus 2π ou moins 2π. Il peut y avoir des vortex où l'enroulement de phase vaut 4π, 6π, 8π, mais il ne joue pas un rôle essentiel dans la théorie. Donc, prenons des vortex pour lesquels l'enroulement de phase vaut soit plus 2π, soit moins 2π. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ces vortex sont toujours présents comme excitation du système à température non nulle, mais à température en dessous de Tc, leur seule manière d'exister dans le système, c'est sous forme de paires appariées. Dans une paire, vous avez à la fois un vortex de charge plus, c'est-à-dire avec un enroulement de phase de plus 2π, et un vortex de charge moins, un enroulement de phase de moins 2π. Et ce qui se passe quand on augmente la température, qu'on se rapproche de Tc, eh bien, c'est que la distance moyenne entre les deux membres d'une paire augmente, elle diverge à Tc, et quand on va à une température au-dessus de Tc, eh bien, ces vortex, à ce moment-là, ces paires vortex, antivortex sont ionisées, si je puis dire. C'est un peu comme un plasma où on partirait avec des atomes d'hydrogène, électrons et protons, et puis en chauffant, eh bien, les électrons et les protons se dissocient. À ce moment-là, les vortex et les antivortex vivent leur vie séparément, et on avait vu que la prolifération de ces vortex donc individuels suffisait à tuer toute superfluidité. Et enfin, ce qu'on avait dit, c'est que ce qu'on avait montré, c'est que la densité dans l'espace des phases superfluide, ds, eh bien, elle présentait un saut universel au point de transition, c'est-à-dire que quand on se mettait dans le régime superfluide, cette densité superfluide était toujours supérieure ou égale à 4. En fait, c'est une fonction décroissante de la température, donc elle part d'une valeur ici où elle est à température nulle, ds est égal à d, il n'y a plus de fraction normale, et puis elle décroît pour tendre vers 4 ici, et dès que je franchis la transition, elle tombe brusquement à 0. Donc il y a un saut universel de la densité superfluide au point de transition. Donc elle passe d'une valeur supérieure ou égale à 4 à 0 dans l'état normal. Alors, on avait aussi relié cette notion de superfluidité, cette notion de densité superfluide, à l'ordre ou le quasi-ordre susceptible d'apparaître dans le système. C'est-à-dire qu'on s'était intéressé à la fonction G1. La fonction G1, je vous rappelle, c'est l'élément de matrice de la densité à un corps entre deux points R et R'. Donc ça caractérise la relation de phase que vous pouvez avoir entre deux points différents de votre gaz à deux dimensions. Donc ça peut s'écrire de différentes manières. Ça peut aussi s'écrire sous la forme psi croix de R, psi de R'. C'est-à-dire là, je détruis une particule au point R', j'en crée une autre au point R, et je prends la valeur moyenne thermique. Donc cette fonction G1, si je prends un système uniforme, ne dépend que de la distance entre le point R et le point R'. Et ce qu'on avait trouvé, c'est que cette fonction G1 avait un comportement très différent selon qu'on était dans la zone superfluide ou dans la zone normale. Quand on est dans la zone superfluide, eh bien, essentiellement, les vortex ne jouent pas de rôle. Les paires de vortex ne changent quasiment rien au comportement de G1. Donc, on a ce qu'on avait appelé ensemble un quasi-ordre à longue portée, c'est-à-dire une décroissance algébrique de G1, comme 1 sur R puissance eta. Et ce qui est remarquable, c'est que le eta qui figure ici, c'est rien d'autre que 1 sur la densité superfluide. Donc, il y a une relation biunivoque entre cette fonction de corrélation à un corps et la superfluidité du système, via cette relation-là. Et puis en revanche, dès qu'on franchit Tc, à ce moment-là, la prolifération des vortex tue ce quasi-ordre à longue distance, et on a un G1 qui décroît beaucoup plus vite, qui décroît exponentiellement vite avec la distance, et puissance moins R sur L. Alors, j'insiste bien sur le fait que l'apparition de ce quasi-ordre en dessous de Tc ne contredit pas le théorème de Mermin-Wagner que j'énonçais au début. Le théorème de Mermin-Wagner nous dit qu'on n'a pas de véritable ordre à longue portée, c'est-à-dire qu'il nous dit que G1 doit tendre vers 0 à l'infini, contrairement à ce qui se passe à 3 dimensions où G1 tend vers une limite finie non nulle. Donc G1 tend bien toujours vers 0 à l'infini, que je sois dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Simplement, il ne tend pas vers 0 du tout de la même façon. La manière dont ça tend vers 0 ici est beaucoup, beaucoup plus lente, et c'est ça qui justifie le fait qu'on appelle ça un quasi-ordre, ou un ordre algébrique, c'est-à-dire une décroissance lente de G1. Alors, on s'était quitté la semaine dernière avec la remarque qu'on
on avait donc caractérisé le point de transition en disant que la densité superfluide en ce point-ci sautait de 4 à 0, mais cette caractérisation est incomplète, c'est-à-dire qu'elle ne nous dit pas exactement où va se produire la transition si je vous donne un gaz en vous donnant simplement sa densité totale. Si je vous dis un gaz, je mets 100 atomes par micron carré dans le gaz, eh bien, vous ne serez pas capable de me dire exactement à quel point se situe la transition, parce qu'en fait, dire que ds égale 4, c'est une équation implicite en température. C'est une équation qui fait intervenir la température de deux manières différentes. D'une part, puisque la densité c'est ρ fois lambda, la longueur d'onde thermique au carré, la température intervient dans la longueur d'onde thermique, mais elle intervient aussi dans ρs, parce que ρs, je vous ai dit, c'est une fraction de la densité totale, mais je ne sais pas quelle fraction. C'est une fraction qui varie avec la température, donc je ne sais pas exactement la fraction que je dois mettre là. Donc, avec cette équation-là, c'est une caractérisation de la transition, mais ce n'est pas une caractérisation complète, c'est-à-dire que je ne sais pas quelle est la densité totale que je dois mettre pour condenser à une température Tc, ou inversement, si j'ai une densité totale donnée, je ne sais pas à quelle température Tc est-ce que ça va condenser, est-ce que ça va devenir superfluide. Il faut que je fasse attention. À quelle température ça va devenir superfluide. Donc le but du cours, ça va être de combler ce vide et de voir comment est-ce que ça se vérifie dans les expériences. Donc le premier but du cours, c'est de caractériser la position du point critique en fonction des variables thermodynamiques usuelles, c'est-à-dire la température, le potentiel chimique, la densité totale. Et le résultat qu'on va trouver, c'est un résultat qui va dépendre crucialement de la force des interactions. De ce point de vue-là, ce résultat est différent de ce à quoi on est habitué à 3 dimensions, puisqu'à 3 dimensions, quand on regarde le seuil de condensation de Bose-Einstein, eh bien, ce qu'on trouve, c'est que pour un gaz parfait, ce qu'il faut avoir, c'est le produit de la densité totale à 3D fois lambda T cube égale cette valeur qui est reliée à la fonction G3,5, 2.612. Et puis, si vous mettez des interactions, au moins pas trop fortes, il y a une légère modification du point critique, mais c'est en première approximation négligeable. En revanche, ici, puisqu'il n'y a pas de condensation à 2D, eh bien, le résultat qu'on va trouver ici va dépendre, encore une fois, très très fortement de la force d'interaction. Donc ça, il va falloir qu'on le fasse. Et puis la deuxième grande partie du cours, ce qui va nous occuper en fait la majeure partie du temps, c'est d'écrire des études expérimentales, non pas celles faites sur les films d'hélium, ça j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais celles faites beaucoup plus récemment sur des gaz d'atomes, des gaz de molécules ou encore des systèmes hybrides lumière-matière. Et ce que j'entends par système hybride lumière-matière, c'est ce qu'on appelle des polaritons de cavité. Donc je commence par cette loi d'échelle au point critique BKT. Donc le but c'est de déterminer la densité totale et le potentiel chimique au point critique en me donnant une force d'interaction, ce paramètre G tilde donné. Alors je vous rappelle ce qu'on avait su faire ensemble pour décrire notre système. On avait pris une approximation de champ classique, c'est-à-dire qu'on avait dit que l'état général du système, qui est un état compliqué, c'est une fonction de n-corps, un phi de R1, R2, Rn, eh bien, on pouvait le modéliser par un état factorisé, psi de R1, psi de R2, psi de Rn, donc le même psi pour chacune des particules. Et ce psi donc, est une fonction d'onde stochastique, c'est une fonction d'onde qui peut évoluer dans le temps et qui présente du bruit pour décrire les excitations du système. Pour décrire justement cette dynamique du champ classique psi, eh bien, on avait écrit son énergie, et son énergie, c'est rien d'autre que la fonctionnelle de Gross-Pitayevsky. C'est un terme qui fait intervenir d'une part l'énergie cinétique associée à chacune des particules, donc comme l'opérateur impulsion, c'est IH bar, moins IH bar gradient, l'énergie cinétique, c'est P carré, donc ce sera gradient psi en module au carré, intégré sur tout l'espace, et puis un terme d'interaction. Ce terme d'interaction, a priori, fait intervenir la densité au point R1 fois la densité au point R2 fois le potentiel entre R1 et R2. On prend un potentiel qui est une distribution de Dirac, c'est par là que j'ai commencé, delta de R1 moins R2. Donc ça fait intervenir le carré de la densité en un point R, et la densité étant le module de psi au carré, le terme d'interaction étant module de psi 4, avec le coefficient G tilde que j'ai déjà introduit. Et cette fonction psi, elle est normalisée, c'est-à-dire que je prends l'intégrale de psi carré sur tout l'espace égale au nombre de particules que j'ai mis dans mon système. Bien, donc ça c'est une représentation que j'ai déjà montrée, par exemple, de module de psi en fonction de l'espace. Alors, on avait, pour décrire ce système de manière approchée, introduit la méthode de Bogoliubov, en supposant que les fluctuations de densité sont relativement faibles, donc la densité ne s'annule pas en un point, mais que la fluctuation relative delta rho sur rho est petite devant 1,
Et ça nous avait donc permis de linéariser cette équation, ou plus précisément de la quadratiser. On est allé au deuxième ordre en fluctuation. Et ça nous avait permis de trouver les modes propres de ce système. Alors attention, cette approximation de Bogoliubov exclut les vortex, puisque, comme je viens de le dire, on suppose que les fluctuations de densité sont petites en valeur relative. Donc, sachant qu'un vortex, c'est un point où la densité s'annule, ça c'est une grosse fluctuation de densité. Donc, quand on fait l'approximation de Bogoliubov, on exclut d'emblée les vortex. Donc, il faudra rajouter à la main dans un instant la contribution des vortex, mais vous verrez, ça se fait sans douleur. Alors, qu'est-ce qu'on avait trouvé dans cette approximation de Bogoliubov? Eh bien, d'abord, on avait trouvé l'état fondamental. L'état fondamental, ça consiste à minimiser cette énergie-là. Comme les deux termes ici, les termes d'énergie cinétique et le terme d'interaction, sont tous les deux positifs, minimiser ça, ça se minimise simplement en prenant un psi qui est uniforme. À ce moment-là, le gradient psi vaut 0, il n'y a pas d'énergie cinétique. Et si je prends un psi uniforme, donc je prends une densité uniforme, c'est également ce qui minimise l'intégrale de n carré. Je vous avais dit il y a 2 semaines ou 3 semaines que ça se déduisait simplement d'une inégalité de type Schwarz. Donc l'état fondamental, c'est un psi uniforme, et donc le psi, comme c'est la racine de la densité, c'est donc la racine simplement du rapport entre le nombre de particules totales divisé par l'aire de mon système. Je prendrai comme système une boîte, enfin un carré de côté L, donc l'aire du système, c'est L carré. Et l'énergie, c'est simplement l'énergie d'interaction, puisque l'énergie cinétique vaut 0, donc c'est l'énergie qu'on déduit de ça, et c'est quelque chose qui fait intervenir, encore une fois, G tilde, et puis la densité au carré, donc en grand N2 sur grand L2, et puis intégré sur tout l'espace. Ensuite, au-dessus de cet état fondamental, on a des excitations, ce sont les excitations de Bogoliubov. On les avait trouvées ensemble, et en particulier, on avait trouvé leur relation de dispersion, c'est-à-dire qu'on avait relié la formule, on avait trouvé la formule qui relie le vecteur d'onde de ces excitations, vecteur d'onde petit q, et leur fréquence oméga q. Et cette relation de dispersion, eh bien, je vous rappelle sa forme, elle est du type oméga, la pulsation, égale la racine carrée, ce terme-ci, d'un terme en Q4, Q2 fois Q2, et d'un terme en Q2. Donc, un oméga proportionnel à la racine de Q4 plus Q2. Avec un préfacteur qui était h bar sur 2m, et encore une fois, la force des interactions, G tilde, qui intervient là. Alors, je vous rappelle la physique qui se cache derrière cette relation de dispersion, là. Si je la trace, donc je l'ai réécrite ici, le terme en Q4 plus le terme en Q2, si je trace donc oméga en fonction de Q, donc quand Q est petit, le terme en Q4 est négligeable devant le terme en Q2, donc je dois prendre racine de Q2 c'est Q, donc j'ai un oméga qui est linéaire en Q, et ça correspond à des ondes sonores, relation de dispersion, oméga égale la vitesse du son fois Q. Et puis quand Q augmente, eh bien, à ce moment-là, c'est le terme en Q4 qui devient dominant devant le terme en Q2, donc je dois prendre racine de Q4, et à ce moment-là, je trouve oméga proportionnel à Q carré, et ça, c'est la relation de dispersion d'une particule libre. Simplement, les interactions jouent un rôle négligeable, et je retrouve ce qu'on a E égale P carré sur 2m, ou, si vous préférez, oméga proportionnel à Q2. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on avait donc trouvé pour la relation de dispersion. Donc, avec ça, on a une infinité de modes. Aussi grand que je prenne Q, eh bien, je vais trouver un mode de Bogoliubov. Alors, cette approximation de champ classique, on s'était aussi convaincu qu'elle était certes très commode, mais qu'il fallait néanmoins pas la suivre fidèlement jusqu'à des modes arbitrairement élevés, parce qu'on connaît tous le problème d'un champ classique dans la limite ultraviolette. C'est le problème du rayonnement du corps noir, le problème sur lequel butaient tous les physiciens à la fin du XIXe siècle. C'est que quand vous allez chercher des modes de Q très élevés, eh bien, ce que vous avez, donc, c'est l'équipartition de l'énergie qui vous dit comment ces modes sont peuplés. Et dans une approximation de champ classique, ces modes sont peuplés la population moyenne d'un mode, c'est KT sur H bar oméga, enfin, sur l'énergie du mode. Et ça conduit à des divergences. C'est une population qui est en fait beaucoup trop grande par rapport à la vraie formule, qui est la formule que Planck a proposée en 1900. La version quantique d'un champ, ça conduit à une décroissance beaucoup plus rapide de la population d'un mode que la version classique. Et donc, un moyen simple pour éliminer cette divergence au grand Q, c'est simplement de mettre ce qu'on appelle une coupure ultraviolette. C'est-à-dire qu'on va croire notre approximation de champ classique, mais jusqu'à un certain point, et ce point, eh bien, c'est essentiellement les modes d'énergie de l'ordre de kT. Ces modes d'énergie de l'ordre de kT, eh bien, c'est des modes qui ont une population supérieure ou égale à 1, et pour tous les modes supérieurs, là où le champ classique nous donnerait toujours une population très significative, alors qu'on sait qu'un champ quantique ne nous la donne pas, nous donne une population très réduite, eh bien, on va dire que ces modes-là, on va dire à la main que tous ces modes-là ont une population nulle. Comme ça, on sera tranquille, on n'aura pas la divergence. Donc ça revient à remettre une coupure
dans l'espace des Q, on va dire que tous les modes qui ont un Q supérieur à Qmax, ou h bar 2 Qmax carré sur 2m, donc c'est la loi parabolique ici de l'ordre de kT, eh bien on va dire que tous ces modes sont non peuplés. On pourrait faire des choses plus précises, encore une fois, en faisant une théorie des champs quantiques où la coupure effective apparaîtrait naturellement via la formule de Planck, mais finalement c'est plus économique de faire ça, et on se trompe assez peu en faisant ça. Donc on va le faire comme ça, et sachant qu'on peut faire des choses plus sophistiquées si nécessaire. Bien. Alors une fois qu'on a mis ça en place, eh bien, je dirais que là maintenant le schéma est bien balisé pour obtenir l'équation d'état de notre gaz et caractériser le point critique comme qu'est-ce qu'on veut faire. En effet, ce qu'on va faire, c'est simplement suivre le schéma habituel de la physique statistique, c'est-à-dire qu'on va commencer par écrire la fonction de partition du système. Donc la fonction de partition, de manière très générale, si je vous donne un système à température T, sa fonction de partition grand Z, c'est la somme sur toutes les configurations possibles indépendantes de système de E puissance moins l'énergie de la configuration choisie divisée par kT. Une fois que vous avez la fonction de partition, vous avez l'énergie libre du système. Il suffit de prendre son logarithme et de multiplier par moins kT. Et une fois que vous avez l'énergie libre, eh bien, vous pouvez déduire toutes les fonctions thermodynamiques. Si par exemple vous vous intéressez au potentiel chimique, ça va jouer un rôle important dans la suite, eh bien, tout ce qu'il suffit de prendre, c'est la dérivée partielle de cette énergie libre par rapport au nombre de particules en gardant les deux autres variables thermodynamiques constantes, c'est-à-dire la température et puis ce qu'on appelle d'habitude le volume, quand on a affaire à un gaz à 3D, en l'occurrence, ça devient la surface ici, donc L carré. Mais là, j'ai écrit mu, mais j'aurais pu penser à d'autres fonctions thermodynamiques comme l'entropie ou enfin, tout ce qui vous intéresse, la pression, autre chose. Alors, quelles sont les configurations qu'on doit prendre ici? Eh bien, on a décrit notre gaz comme une collection d'oscillateurs indépendants. Donc, ce que j'appelle configuration ici, c'est la configuration de chacun des oscillateurs, de chacun des modes de Bogoliubov, sachant qu'encore une fois, qu'ils sont indépendants à cette approximation. Alors, quelle est la fonction de partition d'un oscillateur? Déjà, pour commencer, ça, c'est quelque chose qu'on voit en physique statistique, je dirais, dans les premiers cours. Donc, on peut prendre un oscillateur qui est quantique ou classique. Pour ce qui m'intéresse, on va trouver le même résultat. Si l'oscillateur est quantique, donc je dois juste faire la somme sur toutes les configurations de cet oscillateur à une dimension, donc sur tous les états possibles de cet oscillateur. Donc, les epsilon n, ici, l'énergie que je dois mettre, c'est simplement le n plus 1,5 de h bar oméga de l'oscillateur. Si vous préférez faire de la physique classique, puisque après tout, on a traité nos modes classiquement, eh bien, ce qu'il faut prendre, c'est une intégrale, au lieu d'être une somme discrète. Une intégrale, pareil, de l'énergie de l'oscillateur en fonction de x et p, sa position et son impulsion, intégrée sur dx dp, sachant que l'énergie de l'oscillateur, c'est p carré sur 2m plus 1,5 de m oméga de x2. Alors, si vous faites le calcul exact, vous ne trouvez pas exactement la même chose là et là, mais si vous vous rappelez que je m'intéresse au mode de basse énergie, c'est-à-dire au mode tel que l'énergie h bar oméga, le quantum d'énergie ici, est petit ou inférieur à kT, à ce moment-là, dans cette approximation-là, on trouve le même résultat classiquement et quantiquement, et ce résultat est très simple, Z, c'est simplement kT sur h bar oméga. Voilà, donc ça, c'est le problème résolu pour un mode, et maintenant, il faut que je fasse la même chose, mais pour tous les modes de Bogoliubov. Donc, faisons-le. Encore une fois, c'est un terrain bien balisé. Hein. Donc, pour un oscillateur, je vous réécris ce qu'on vient de trouver. Z égale kT sur h bar oméga. J'aurais pu mettre à peu près égal pour dire que je suis dans l'approximation de champ classique. F moins kT log de Z, donc moins kT log de kT sur h bar oméga. Et si maintenant je somme sur tous les modes de Bogoliubov indépendants, eh bien, ce que je trouve pour F, mon énergie libre, c'est l'énergie du fondamental, E0, moins kT, somme sur tous les modes Q de ce log de kT sur h bar oméga Q, avec encore une fois cette relation de dispersion de Bogoliubov qui me relie oméga Q ici au vecteur Q sur lequel je somme. Alors, comme on a déjà eu l'occasion de le voir assez souvent, plutôt que de travailler avec une somme discrète, on a intérêt à passer avec une intégrale, c'est plus facile de faire des approximations. Donc, on a vu, je crois que c'était dès le premier cours, que quand vous avez une somme sur les Q, eh bien, vous pouvez remplacer ça par une intégrale sur des 2Q, moyennant la prise en compte donc, de l'espace entre 2Q quand on a discrétisé le moment. Et cette prise en compte se fait via ce préfacteur L carré, l'aire de mon système sur 4pi carré. Et quand on a ça, eh bien, une fois qu'on a ça, on peut calculer cette fonction f et avoir, comme je l'ai dit, ensuite toutes les quantités thermodynamiques qui nous intéressent en utilisant des dérivées partielles, comme on le fait toujours en thermo. Alors, intéressons-nous au potentiel chimique, qui est une quantité importante dans ce problème. Donc, là, je saute quelques étapes, mais qui sont faites en détail dans les notes.
Je suppose que j'ai donc remplacé ma somme discrète par une intégrale, et j'ai pris la dérivée donc, de f par rapport au nombre de particules, en gardant t et puis la taille de mon système constante. Et quand vous faites le calcul, eh bien, vous trouvez ça. Vous trouvez que mu sur kt, c'est g tilde sur 2π, toujours ma force d'interaction qui intervient ici. La dérivée du E0 me donne la densité dans l'espace des phases, d, ici. Et puis, cette somme sur q que j'ai remplacée par une intégrale, tronquée à la valeur qmax, la coupure ultraviolette que j'ai mise pour éviter toute divergence, eh bien, elle est ici, somme de 0 à qmax d'une fonction qui est une fonction algébrique qui se calcule sans difficulté, 2q sur q2 plus 4g tilde ρ. Oui, non, c'est ça, oui. Et donc, l'intégrale, évidemment, on peut la calculer. Et ce qu'on trouve, donc, c'est, quand on effectue ce calcul, qu'on trouve le résultat suivant, donc mu sur kt égale g tilde sur 2π, le même d qui est là, et puis ce log de π sur g tilde de d qui apparaît là, quand j'ai remplacé la valeur de qmax par ce qu'on a trouvé à la diapositive précédente. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, une équation d'état, parmi d'autres, pour notre gaz à deux dimensions. C'est-à-dire que c'est une équation d'état qui relie deux variables thermodynamiques, mu et t, à la densité de mon système, ou la densité dans l'espace des phases de mon système d, qui est d ici. Donc, j'ai pu, via cette approximation de Bogoliubov, sortir comme ça une équation d'état pour mon système. Alors, deux remarques à propos de cette équation d'état, qui joueront un rôle important aujourd'hui et la semaine prochaine. La première, c'est la validité de ce calcul. On a fait un calcul donc, à l'approximation de Bogoliubov, donc on a supposé qu'il y avait des faibles fluctuations de densité. Et si vous vous rappelez, ou si vous allez reprendre les notes de ce qu'on avait vu à ce moment-là, eh bien, pour que les fluctuations de densité soient faibles, eh bien, en fait, il faut précisément que ce log ici soit plus petit que d. Donc, ne cherchez pas à étendre cette équation au cas où d tend vers 0, la densité dans l'espace des phases tend vers 0, parce qu'à ce moment-là, le log prend le pas sur ça, et l'approximation de Bogoliubov n'est plus valable. Donc, ça, certes, c'est une équation d'état, mais c'est une équation d'état qui n'est valable que dans la limite où le premier terme est plus grand que le second. Autre remarque qui, elle, prendra toute son importance dans le cours de la semaine prochaine, c'est que là, on voit apparaître, en fait, ce qu'on peut appeler une invariance d'échelle. C'est-à-dire que, normalement, une équation d'état, ça relie, comme je l'ai dit, deux variables thermodynamiques, le potentiel chimique et la température, à une autre variable, à savoir la densité. C'est une équation d'état typique. Là, ce qu'on voit, c'est que cette relation, on l'a bien sous les yeux, elle est assez particulière, parce qu'on relie la densité d, ici, au rapport mu sur t. C'est-à-dire que mu et t n'interviennent pas de manière indépendante l'une de l'autre dans cette équation, mais ils n'apparaissent que sous la forme d'un rapport. C'est-à-dire que si je multiplie mu, le potentiel chimique, par un facteur 2, et t par un facteur 2, eh bien je retombe sur la même densité dans l'espace des phases. Ça, c'est une propriété typique qu'on trouve à deux dimensions. C'est une propriété qu'on n'aurait pas à 3D ni à 1D. Cette invariance d'échelle, encore une fois, on va y passer beaucoup de temps la semaine prochaine, c'est une propriété vraiment spécifique de 2D, et on verra d'où elle vient vraiment la semaine prochaine. Alors, pour moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette caractérisation du point critique. Donc, comment est-ce qu'on va caractériser le point critique? Eh bien, ce qu'on a vu, donc le point critique, il est caractérisé par la densité superfluide, le fait que la densité superfluide dans l'espace des phases vaut 4 au point critique. Donc pour ça, il faut que je relie la densité superfluide également à mes paramètres thermodynamiques. Et un moyen de faire ça, eh bien, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la formule de Landau. Cette formule de Landau, je ne vais pas la redémontrer ici, parce qu'on avait passé pas mal de temps à le faire dans le cours de l'année dernière. Donc je vous renvoie aux notes de ce cours pour ceux qui voudraient en savoir plus. Essentiellement, la formule de Landau, elle permet de trouver la réponse du fluide quand je mets en mouvement les parois, le récipient qui contient ce fluide. Vous prenez un fluide, donc il est au repos, disons dans un tuyau, et puis vous faites bouger les parois du tuyau, et vous posez la question, quelle est la fraction du fluide qui se met en mouvement? Eh bien, quand on fait un bilan d'énergie et d'impulsion, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a donc une fraction qui se met en mouvement et une fraction qui reste au repos. La fraction qui se met en mouvement, c'est la fraction normale. La fraction qui reste au repos, c'est la fraction superfluide. Et la formule de Landau donc, permet de relier cette densité superfluide, celle qui reste au repos, à la dérivée par rapport à l'énergie du nombre d'occupations des différents modes du système. En l'occurrence, ce seront les modes de Bogoliubov ici. Donc cette formule s'écrit comme ça. Alors attention, quand on la voit comme ça, on a l'impression que ρS s'écrit ρ plus quelque chose. Donc on a l'impression que la densité superfluide est plus grande que la densité normale. Ce n'est pas vrai, hein. C'est simplement que la dérivée dn sur depsilon ici est négative. L'occupation d'un mode d'énergie epsilon décroît avec epsilon, donc dn sur depsilon est négatif.
Donc on a bien un ρS qui est plus petit que ρ. Là. Ne vous faites pas abuser par le signe plus qui figure là. Alors ça, c'est donc la formule de Landau adaptée au cas 2D, c'est-à-dire que quand on l'avait fait à 3 dimensions l'année dernière, on n'avait pas le même préfacteur ici, mais adapté au cas 2D, la formule de Landau donne ça. Alors, là encore, c'est quelque chose que je peux calculer sans difficulté, ça, puisque je connais les modes de Golubov, je connais leur population, je tronquerai ici mon intégrale par ma coupure ultraviolette, et donc quand on fait tout ça, eh bien, ce qu'on trouve, c'est une formule simple. C'est, si je me ramène à la densité dans l'espace des phases, plutôt que de travailler avec la densité dans l'espace réel, eh bien j'ai ds, donc, qui est égal à d, c'est ce qui vient du ρ qui est là, moins la contribution de cette intégrale, qui encore une fois est un logarithme de kt sur 2 mu. Voilà, donc ça c'est ce que me donne la formule de Landau. Et puis maintenant, eh bien, je vais injecter à la main le résultat qu'on a trouvé avec les vortex la semaine dernière. Encore une fois, les vortex ne sont pas contenus dans l'approximation de Bogolubov, donc je ne peux pas espérer, avec mon approximation de Bogolubov seulement, retrouver le saut de la densité superfluide qu'on avait trouvé la semaine dernière, puisqu'on avait les vortex qui étaient comme briques élémentaires la semaine dernière. Donc je mets maintenant à la main le résultat lié au vortex, qui est qu'au point critique, ds doit être égal à 4. Donc je dis qu'au point critique, d moins ce log doit être égal à 4, ou si vous préférez, d doit être égal à 4 plus le log. Et si maintenant, je mets ça comme postulat, si vous voulez, ou comme résultat de l'analyse avec les vortex de la semaine dernière, je couple ça à l'équation d'état qu'on a trouvée à des diapositives précédentes, qui m'exprimait mu sur kt en fonction, là encore, de la densité dans l'espace des phases totales. Et bien là, avec ce système de deux équations, on a tout pour caractériser la position du point critique. Là maintenant, c'est juste une histoire de substituer, décider quelles variables on veut garder et lesquelles on veut éliminer, et c'est simplement de l'algèbre élémentaire pour trouver tout ce qui porte sur le point critique, et en particulier toutes ces lois d'échelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'il varie en fonction de la force des interactions. Donc là, encore, je vais sauter quelques étapes de calcul, parce que c'est de l'algèbre vraiment élémentaire, et je vous donne le résultat auquel on arrive après cette algèbre, mais qui est décrite dans les notes. Quand je combine donc l'équation d'état et l'équation ds égale 4, eh bien la première chose que je trouve, c'est la densité dans l'espace des phases totale, superfluide plus normale, au point critique. Et ce que je trouve, c'est que ça se met sous une forme très simple. C'est une quantité sans dimension, bien sûr. Donc ce que je propose, c'est un résultat sans dimension. C'est log d'une valeur numérique, que j'appelle c, sur g tilde. Alors, si vous faites le calcul avec la coupure, là où on l'a mise et tout ça, vous allez trouver que c'est de l'ordre de 100, à peu près, une centaine. Il y a des pi carrés, des choses comme ça qui interviennent. Il faut se méfier, parce que quand même, j'ai mis une coupure à la main, donc selon la position exacte où je mets ma coupure, la valeur de C va varier. Donc, je l'appelle C pour l'instant, et je n'en dis pas plus sur la valeur de C, ça va venir au bas de la diapositive. Mais enfin, la loi d'échelle, elle, que ce soit une constante divisée par G tilde, ça, c'est quelque chose de robuste. C'est simplement la valeur de la constante qui n'est pas robuste vis-à-vis de la position de la coupure. Deuxième quantité importante, c'est le potentiel chimique au point critique. Eh bien, ce qu'on trouve, là encore, c'est une signature de l'invariance d'échelle, tout ce qui compte, c'est mu sur T au point critique. Et mu sur T au point critique, eh bien, là aussi, c'est une structure assez simple. G tilde sur pi, et là, le préfacteur, encore une fois, est robuste, il ne dépend pas de la manière dont je fais ma coupure, fois un coefficient C mu qu'on peut trouver de l'ordre de la dizaine quand on fait notre coupure à la main, divisé par, là encore, G tilde, la force des interactions. Alors, si on veut avoir précisément les valeurs de CD et de C mu, comme je l'ai dit, il vaut mieux affiner un peu le traitement de la coupure, donc le traitement des modes peu peuplés. On peut également aller au-delà de Bogolubov. À ce moment-là, il vaut mieux faire un traitement. Enfin, on ne peut pas le faire analytiquement si on veut prendre vraiment en compte le terme psychiatre dans la fonctionnelle d'énergie. Donc, les premiers à avoir fait ça, c'est Prokofiev, Sistounov, au tournant des années 2000, avec des méthodes Monte-Carlo à base de champs classiques. Et là, ils ont trouvé une valeur plus précise que ce qu'on aurait trouvé avec notre coupure manuelle, si je puis dire. Ils ont trouvé que CD était effectivement de l'ordre de la centaine, en fait plutôt de l'ordre de 400, et C mu est effectivement de l'ordre de la dizaine, plus précisément, il vaut 13,2. Donc, le résultat qu'il faut se souvenir, c'est cette structure-là. C'est que la densité critique est de l'ordre de log de 380 sur G tilde, et puis mu est donc de l'ordre de... Enfin, c'est cette formule-ci avec C mu égale 13,2. Alors, donc là, on est content, on a rempli notre première chose qu'on voulait faire. On peut quand même se poser la question de quelle est la validité de tout ça. Et un moyen simple de mettre au moins un critère nécessaire de validité, c'est quand on regarde la densité
dans l'espace des phases totales, qui est donc ce log de 380 sur G tilde, et puis la densité superfluide, toutes les deux sont prises au point critique ici, eh bien, une condition nécessaire, c'est que la densité totale soit supérieure à la densité superfluide. Si jamais la densité totale est inférieure à la densité superfluide, évidemment, ça n'a aucun sens. Donc il faut que ce log de 380 sur G tilde soit plus grand que 4, et ça me dit que G tilde ne doit pas être trop grand, puisque si je prends G tilde qui tend vers l'infini, cette chose-là va tendre vers 0. Donc ça met une borne supérieure sur les G tilde que je suis capable d'évaluer avec cette méthode de champ classique. Et si vous dites que log de 380 sur G tilde égale 4, qui est donc le point où ça cessera évidemment de marcher, mais ça vous dit que G tilde ne doit pas dépasser la valeur 7. Donc ça va, on a de la marge. On a de la marge parce que les expériences avec des gaz atomiques correspondent à des G tilde qui sont en général entre 1 centième et 1, typiquement. On verra quelques exemples où ça monte à 2 ou 3. Si on va prendre les polaritons de cavité que j'étudierai à la fin, c'est entre 1 centième et 5 centièmes. Donc on est tranquille de ce côté-là. Mais si on tient vraiment à aller au-delà, eh bien, il faut abandonner l'approximation de champ classique. Ça veut dire que le gaz est en interaction trop forte pour que le champ classique soit valable. Donc là, à ce moment-là, le seul moyen, c'est de faire des approches de Monte-Carlo quantique. Et ça a été fait par plusieurs personnes, en particulier à Paris, Holtzman et Kraut et Rançon et Dupuis. Voilà, donc je donne, pareil, des références à ces méthodes de Monte-Carlo quantique dans les notes. Bien, donc ça termine ce que je voulais vous dire sur la partie la plus théorique, je dirais, comment est-ce qu'on pouvait décrire le point critique complètement. Et je voudrais maintenant passer donc à ce qu'on voit dans les manips. Et la première chose que j'aimerais regarder, c'est ce point critique. Donc, et je vais me placer dans un gaz, prendre mon gaz dans un piège harmonique, parce que c'est comme ça que la plupart des expériences sont faites. Donc, je suppose que mon gaz est piégé dans un potentiel harmonique isotrope, 1,5 de m oméga 2 R2, où R2 c'est X2 plus Y2, et je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut dire sur la transition BKT pour un tel système? Alors, je vous rappelle, pour commencer, un résultat qu'on avait trouvé ensemble pour le gaz parfait, c'était au cours 2, où pour le gaz parfait, on avait vu qu'il y avait effectivement une condensation de Bose-Einstein. C'était quelque chose d'assez singulier, j'avais attiré votre attention là-dessus, mais on avait trouvé qu'effectivement, si on prenait un gaz parfait à température fixée T, et si on ajoute des particules dans le piège, eh bien, il y a un nombre de particules critiques au-delà duquel je suis certain que les particules doivent se mettre dans l'état fondamental, parce qu'il y a une saturation du nombre de particules que je peux mettre dans les états excités. Ce nombre de saturation, au sens où Einstein l'avait défini, est écrit ici. C'est le rapport kT sur h bar oméga pris au carré, avec un préfacteur numérique pi2 sur 6. Donc quand je mets un nombre d'atomes plus grand que ce nombre de saturation ici, eh bien, je suis sûr que les atomes en excès se mettent forcément dans l'état fondamental du piège. Mais néanmoins, on avait dit que c'était une limite singulière. C'est une limite singulière au sens suivant, c'est que quand on prend la limite thermodynamique dans un tel piège, et la limite thermodynamique dans un piège harmonique à 2 dimensions, elle se prend en faisant tendre le nombre de particules vers l'infini, la pulsation oméga vers 0, c'est-à-dire je prends un piège de plus en plus ouvert comme ça, tout en gardant le produit n oméga 2 constant, eh bien on avait trouvé que la densité centrale dans ce piège tendait vers l'infini. Et ça, c'est possible en toute rigueur pour un gaz parfait. Il n'y avait pas de problème mathématique avec ça, la densité tendait vers l'infini, mais l'intégrale de la densité, qui était le nombre de particules, restait bornée. Mais néanmoins, dès qu'on va mettre des interactions répulsives entre mes particules, clairement, je ne vais pas pouvoir faire une densité infinie, je ne vais pas pouvoir mettre deux particules au même endroit. Donc, on ne savait pas vraiment sur comment prendre ce résultat. Est-ce que c'est simplement un artefact mathématique, ou est-ce qu'il y a malgré tout une part de vérité dans cette condensation dans un piège harmonique à 2 dimensions? Eh bien, vous allez voir que la bonne réponse, c'est qu'il y a une part de vérité. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle l'approximation de densité locale. L'approximation de densité locale, ça consiste finalement, bien qu'on soit dans un piège, à tirer parti de tout ce qu'on a vu sur les systèmes uniformes. Donc, je prends dans mon piège ici un gaz à l'équilibre, donc caractérisé par une certaine température T, un certain potentiel chimique mu. Et ce que je vais dire, c'est que ce que je peux voir localement dans mon piège ici, eh bien, je peux le relier à ce qu'on a vu dans une boîte. Plus précisément, le lien entre cet endroit dans le piège et puis la boîte, ça consiste à dire que je vais considérer une boîte avec la même température, un gaz avec la même température, donc le gaz homogène dans ma boîte
à une température T homogène qui est égale à T, la température dans le piège. Et le potentiel chimique que je vais prendre pour cette boîte ici, c'est le potentiel chimique que j'ai dans mon piège mu, moins le potentiel de piégeage V de R, potentiel harmonique qu'on a vu ici. Donc ce que je dis finalement, c'est ce qui se passe ici, c'est exactement la même chose que ce que j'ai là avec ce mu homogène égale mu moins V de R. Alors à quelles conditions est-ce que c'est correct de faire ça? Eh bien c'est correct si effectivement j'ai un équilibre local qui se produit dans mon piège. Et donc ça, eh bien, il faut pour ça que toutes les longueurs microscopiques attachées à cet équilibre local, donc ça peut être le libre parcours moyen, ça peut être la longueur de cicatrisation, ça peut être la longueur d'onde thermique, tout ça, toutes ces longueurs-là, il faut qu'elles soient petites devant la taille du nuage dans mon piège ici. Sinon, ça n'a aucun sens de dire que j'ai un équilibre local. Mais si j'ai effectivement un piège suffisamment mou pour que localement, eh bien, je puisse admettre que j'ai un équilibre qui se produit, eh bien, à ce moment-là, c'est une bonne approximation de faire cette approximation de densité locale. Alors c'est bien quand on peut la faire parce qu'évidemment, comme tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant concernait ce piège-là, eh bien concernait cette boîte, on va pouvoir transposer tous nos résultats, nos équations d'état et tout ça, à ce qui se passe dans ce piège harmonique. Alors en particulier, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une transition superfluide dans un piège? Et la réponse, c'est oui, si je vais mettre assez d'atomes et si je crois à l'approximation de densité locale, il y a un moment où ma densité dans l'espace des phases au fond du piège va devenir supérieure à la valeur critique, ce fameux log de 380 sur G tilde qu'on a vu tout à l'heure, et à ce moment-là, eh bien, je pourrais dire que le centre du piège devient superfluide. Et la question naturelle à se poser, c'est donc combien d'atomes est-ce que je dois mettre pour atteindre ça? Alors là, il n'y a pas de problème. Ce que je dois atteindre, c'est une quantité qui est finie, c'est une densité dans l'espace des phases qui vaut donc ce log de 380 sur G tilde, c'est quelque chose qui est de l'ordre de si je vous ai dit que ça doit être supérieur à 4, donc ça va être de l'ordre de 5, 6, 10, quelque chose comme ça. Là, il n'y a pas de problème, même si j'ai des interactions répulsives entre particules, je vais pouvoir atteindre une densité dans l'espace des phases de cet ordre-là. Et si on fait les calculs plus précisément, on obtient une formule qui est un petit peu rébarbative au premier abord, mais bon, on n'a pas besoin de la prendre par cœur non plus. C'est une formule qui nous dit que, effectivement, quand je prends un gaz à température T, si je mets assez de particules dans ma boîte, le centre devient superfluide, et il devient superfluide pour un nombre d'atomes NC, donc nombre critique BKT, égal à ça. Alors, plus précisément, ce n'est pas le nombre d'atomes qui est égal à ça, c'est le rapport entre le nombre d'atomes pour la transition BKT rapporté au nombre d'atomes que je devrais mettre à la même température si mon gaz était idéal, c'est-à-dire le pi2 sur 6, KT sur H bar oméga au carré. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire c'est ce rapport-là en fait qui intervient. Et ça intervient, la fonction que j'ai à droite, c'est une fonction qui ne fait intervenir que G tilde, c'est-à-dire que la force des interactions. Et ce qui est remarquable, c'est que quand vous prenez cette formule-ci, donc que je qualifie de rébarbative, mais néanmoins fort utile, quand vous prenez la limite G tilde tendant vers 0, eh bien ce que vous trouvez, cette quantité-là tend vers 1. Parce que G tilde intervient à l'intérieur de logarithme, donc quand G tilde tend vers 0, le log tend vers l'infini, vers moins l'infini, mais à chaque fois, le log est multiplié par G tilde lui-même, qui tend vers 0. Et vous savez que quand vous prenez la limite de x log x quand x tend vers 0, c'est le préfacteur x qui domine. Donc cette chose-là tend vers 0 quand G tilde tend vers 0, et celle-là aussi. Donc du coup, ce qu'on trouve, c'est que quand G tilde tend vers 0, quand je diminue la force des interactions, eh bien, le rapport entre le nombre critique pour que le centre devienne superfluide et le nombre d'atomes critiques si le gaz était parfait, eh bien, ce rapport tend vers 1. Et ça, c'est très agréable parce que ça nous valide finalement ce résultat pour le gaz parfait. Ça nous dit que finalement, ce qu'on a trouvé pour le gaz parfait, eh bien, c'est simplement un cas limite d'une transition plus générale de type BKT. Si vous voulez, il y a toujours, dès que vous avez des interactions, une transition BKT qui va se produire, vérifiez que ça s'en laisse, mais quand vous faites tendre G tilde vers 0, il y a une limite, et cette limite, c'est la transition de Bose-Einstein d'un gaz idéal. Alors ça a été très joliment montré dans une expérience récente, faite à Cambridge dans le groupe de Zoran Hadzibabic, où ils ont donc cherché à trouver ce point critique dans un piège en fonction de la force des interactions. Alors pour ça, bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement préparé un grand nombre d'atomes dans un piège à 2 dimensions, et ils se sont posé la question, est-ce que ce gaz est superfluide ou pas? Alors si le gaz est superfluide, ça veut dire qu'on a une composante donc, centrale qui est superfluide, donc qui va avoir ce quasi-ordre à longue portée, cet ordre algébrique, ce G1 de R qui décroît lentement. Si G1 de R décroît lentement, eh bien, sa transformée de Fourier va être au contraire très piquée.
Et ça, je vais avoir l'occasion de le redire tout à l'heure, mais admettons-le pour l'instant, la transformée de Fourier de G1 de R, c'est la distribution en impulsion. Donc, dire qu'on a une composante superfluide au fond du piège, eh bien, c'est dire qu'on a, dans la distribution en impulsion, un pic étroit qui apparaît. Donc, ce qu'ils font, c'est que ce qu'ils ont fait à Cambridge, c'est prendre ce piège et puis faire un temps de vol simplement du gaz et regarder s'il y a, quand on fait le temps de vol, s'il y a un pic étroit dans la distribution en impulsion qu'on mesure ainsi. Et la réponse est par exemple là, il y a un pic étroit, alors que là, il n'y en a pas. Alors quelle est la différence entre là et là? Eh bien, c'est simplement qu'ils ont mis initialement, vous avez ici le temps qui passe, ils ont mis initialement à t égale 0 beaucoup d'atomes dans leur piège, de l'ordre de 40 000, et ils ont simplement attendu. Donc ils ont attendu 10, 20, 30 secondes. Au fur et à mesure où le temps passe, le piège se vide, parce que les atomes se font rentrer dedans par les molécules du gaz résiduel. Donc vous avez simplement une décroissance lente du nombre d'atomes. Je dis lente parce que ça prend plusieurs dizaines de secondes pour changer de manière significative. Et ce qu'ils regardent, c'est donc en fonction du temps, tout ça c'est une répétition de l'expérience, en fonction du temps, donc après 6 secondes, ici, donc le nombre d'atomes est ici, il est donc de l'ordre de, je ne sais pas, à peu près 25 000. À 11 secondes, il est ici, il est de l'ordre de 15 000, et puis si on va regarder à 16 secondes, il est passé aux alentours de 10 000. On regarde en fonction du nombre d'atomes, est-ce qu'il y a un pic étroit ou pas? Donc c'est la valeur de la densité centrale ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un instant pour cette réalisation-là, autour de 11 secondes, correspondant donc à un nombre d'atomes de l'ordre de 16 ou 17 000, il y a un instant où le pic étroit disparaît. Donc pour cette température-là, pour cette force d'interaction-là, eh bien, on a un nombre d'atomes critiques, c'est le moment où, juste ici où le pic étroit disparaît, qui nous dit que le gaz cesse d'être superfluide. Et ce qui est bien dans cette expérience-là, c'est qu'elle a été faite avec des bosons qui sont l'isotope 39 du potassium, pour lequel il y a une résonance de Feshbach, facilement utilisable. Donc on peut faire varier la longueur de diffusion 3D, donc le paramètre G tilde. Donc ils ont refait cette expérience-là un grand nombre de fois en changeant la valeur de G tilde et en chaque fois en regardant quand est-ce que le pic étroit disparaît. Et le résultat est tracé ici. Ce sont les points bleus. Vous avez ici G tilde, dont je vous ai dit qu'il était pour des atomes typiquement entre 1 centième et puis 1. C'est effectivement les valeurs ici. Enfin, ici, on va jusqu'à 0,5. Donc vous avez tracé ce nombre d'atomes critiques pour l'apparition du pic étroit divisé par le nombre d'atomes critiques si le gaz était parfait. Ce sont les points bleus. Vous avez en rouge la formule dite rébarbative précédemment. L'accord est remarquable. Enfin, il y a des barres d'erreur, bien sûr, sur les points, mais l'accord est vraiment bien. Et en particulier, donc, vous avez l'étoile ici, qui est ce que vous auriez pour un G tilde égal à 0, donc un gaz parfait. À ce moment-là, le nombre d'atomes critiques tend vers le nombre d'atomes idéal. Et ces expériences-là, les points bleus en particulier, confirment bien l'idée que je disais il y a 2 diapositives, à savoir que la condensation à 2D d'un gaz idéal, qui pouvait sembler comme être un point singulier, en fait, c'est simplement une limite de la transition qui, elle, n'est pas singulière, qui est la transition BKT pour un gaz en interaction. Voilà, donc là, on a réconcilié finalement les 2 points de vue. Bien, alors, je continue. Là, on a caractérisé le point critique. Et j'aimerais maintenant qu'on regarde le quasi-ordre en phase et la superfluidité pour ces gaz atomiques. Alors, je vérifie où j'en suis. Ouais. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de nous mettre au-delà du point critique. Donc, je passe la transition superfluide et je regarde si les différentes manifestations de la transition BKT, à savoir cette décroissance algébrique de G1 ou l'existence d'une composante superfluide non nulle, si vraiment elles sont bien présentes dans ces expériences. Alors, commençons par la fonction G1, c'est-à-dire ce quasi-ordre en phase. Cette fonction G1, donc, j'ai commencé le cours par là en disant c'est simplement cette valeur moyenne thermique de psi croix de R, psi de R', qui est donc, on attend à ce qu'elle décroisse algébriquement comme 1 sur R moins R' puissance état, où état, c'est ce 1 sur la densité dans l'espace des phases superfluide. Alors, qu'en est-il dans un piège? Dans un piège, tout devient plus compliqué. Un piège, tout devient plus compliqué parce qu'un piège, par définition, est un système non homogène, donc la densité varie dans l'espace, la densité totale, la densité superfluide. Donc, du coup, cette loi ici a un exposant, si jamais je voulais la transposer, elle a un exposant état qui dépend de la position, donc ça rend l'analyse compliquée. Alors, on peut
faire des traitements approchés de cette transposition du cas uniforme au cas piégé. Ça avait été fait au tout début des réflexions sur les gaz piégés par Petrov, Holtzman et Shchepnikov. Je dirais, ça c'était sur le plan théorique. Pour ce qui est des expériences, vous allez le voir, la plupart du temps, on est obligé de se contenter d'une analyse semi-quantitative. Et c'est ça que je voudrais vous décrire maintenant, c'est comment est-ce que de manière semi-quantitative, on peut tenter d'extraire une fonction G1 des données. Alors je vais commencer par des manips qui avaient été faites ici, enfin à l'école normale, où ça avait été les premières manips où on avait vu vraiment cette transition au BKT. Et je les mets ici parce que ça vous donne une idée de la manière dont on peut s'y prendre pour mesurer la fonction G1. L'idée de ces manips, ça avait été non pas de faire un plan, comme on a vu jusqu'à maintenant, mais d'en faire deux. Vous allez voir pourquoi deux dans un instant. Ces deux plans sont complètement indépendants l'un de l'autre. Donc ils sont décrits par deux champs classiques, l'un que je vais noter psi-a de xy, l'autre que j'appelle psi-b de xy. Ces deux plans sont séparés par une distance d, dz, selon la direction z, donc ils sont parallèles l'un avec l'autre. Et pour faire ça, en fait, on les avait mis au nœud d'un réseau optique. Et donc dz est choisi suffisamment grand pour qu'il n'y ait pas d'effet tunnel d'un plan vers l'autre. C'est pour ça que je dis qu'ils sont indépendants l'un de l'autre. Ceci étant, ils sont indépendants, mais on se débrouille quand même pour qu'ils soient caractérisés par le même équilibre thermodynamique, donc ils sont à la même température T, au même potentiel chimique mu, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre d'atomes en moyenne, et donc ils vont avoir la même fonction G1, le plan A et le plan B. À un instant donné, je relâche le confinement de ces plans le long de l'axe Z. Donc le plan A, qui était initialement confiné selon l'axe Z, va s'étaler. Le plan B, qui était confiné en dessous, va également s'étaler. Donc ils vont se recouvrir. En se recouvrant, ces deux ondes de matière qui se recouvrent, donc c'est possible d'observer des franges d'interférence d'ondes de matière liées au recouvrement de ces deux champs psi A et psi B. Et ici, vous avez une photo, effectivement, où on voit l'interférence entre ces ondes de matière. Cette photo, elle est obtenue en envoyant un faisceau lumineux parallèle, alors c'était à ce qu'on appelle l'axe Y ici, parallèle à l'axe Y, et en enregistrant la figure d'interférence. Vous voyez que les franges d'interférence sont loin d'être des belles franges bien droites, mais ça c'est normal, c'est parce que la phase des champs psi A et la phase des champs psi B varient dans le plan XY, et c'est précisément ça qu'on veut mesurer avec la fonction G1. Donc le fait que les franges d'interférence soient très ondulées comme ça, eh bien, c'est ça qui contient le signal qui nous intéresse. Donc ne vous inquiétez pas sur ces oscillations de franges d'interférence. Alors, à quoi il ressemble mathématiquement ce signal d'interférence? Eh bien, le ρ de R, je peux l'écrire comme étant donc, quand le ρ de R, c'est donc la densité quand le plan A et le plan B se superposent, je peux l'écrire comme la densité initiale de A, plus la densité initiale de B, plus l'interférence donc entre le champ A et le champ B, que je vais écrire sous la forme psi A, psi B étoile, fois un terme, donc je m'intéresse à la modulation le long de l'axe Z, et cette modulation de l'axe Z, on peut la mettre sous la forme e puissance 2i pi petit z, la coordonnée selon z, fois une distance grand dz, plus le complexe conjugué. Cette distance grand dz, eh bien, je donne ce résultat sans démonstration, mais c'est ce que vous obtenez simplement quand vous prenez une expérience de Fang-Yung et vous dites j'ai deux points sources, donc un point xy ici, un autre point xy ici, c'est par une distance petite dz. Vous faites votre expérience de Fang-Yung et vous calculez l'interfrange un peu plus loin. Donc là, ce qui est habituellement l'espace dans une expérience de Fang-Yung, c'est le temps. Et donc vous trouvez une distance grand dz, donc un interfrange, si vous voulez, qui est proportionnelle au temps et inversement proportionnelle à la distance initiale entre mes deux points sources, c'est-à-dire la valeur petit dz ici, l'écart entre les deux points. Donc ce qui est intéressant, c'est ce qui est en préfacteur ici, c'est le contraste de l'interférence. Le contraste de l'interférence, le terme en psi A, psi B étoile, qui vient se mettre devant, ou le psi A étoile psi B, qui est le complexe conjugué, ce contraste-là, donc, contient des informations sur le champ psi A et sur le champ psi B. Et c'est cette information-là qu'on va exploiter pour essayer d'extraire la fonction G. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de ce contraste-là? Bien, la première chose, c'est que la valeur moyenne de psi A du champ est nulle, parce que je ne connais pas la phase, donc comme la phase fluctue, la valeur moyenne de psi A vaut 0, et la valeur moyenne de psi B vaut 0. Ce qui va nous intéresser, c'est la variance. Donc regardons ça de nouveau. Je prends le contraste local que j'ai écrit ici, psi A, psi B étoile, au point XY. Donc, comme je dis, la valeur moyenne de C vaut 0. Je rappelle que les champs A et B sont indépendants l'un de l'autre. Donc, comme psi A, ça va avoir une valeur moyenne nulle et psi B une valeur moyenne nulle, la valeur moyenne de C, qui est donc la valeur moyenne de psi A, psi B étoile, mais comme elles sont indépendantes, c'est aussi la valeur moyenne de psi A fois la valeur de psi B, la valeur moyenne de C vaut 0. Donc, intéressons-nous donc à la variance ou à la fonction de corrélation
C de R, C de R'. Donc je regarde pour un shot donné de l'expérience, un tirage donné de l'expérience, le contraste local au point R et le contraste local au point R'. Je fais leur produit. Donc ça va être le produit psi A psi B étoile fois psi A étoile psi B. Le premier est pris au point R, le second est pris au point R'. Quand j'utilise l'indépendance de psi A vis-à-vis de psi B, je peux transformer cette valeur moyenne d'un produit en produit de valeur moyenne. Dans le premier produit, je mets tout ce qui porte sur psi A, donc psi A de R, psi A étoile de R'. Dans le second produit, je mets tout ce qui porte sur psi B étoile de R, psi B de R'. Et là, je reconnais ma fonction G1 que je cherche à calculer. Ça, c'est simplement la fonction G1 de R moins R', ou G1 de R virgule R', si j'ai un système inhomogène. Et ça, c'est simplement G1 étoile de R virgule R'. Donc ce qu'on a avec ça, c'est le module de G1 au carré. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut. Donc vous voyez comment le fait de prendre deux plans indépendants, mais avec les mêmes propriétés thermodynamiques, permet de déterminer G1, ou plus précisément le module de G1 au carré, simplement en répétant l'expérience d'interférence un grand nombre de fois. Alors ça, c'est intéressant parce que ça permet de détecter la variation rapide du comportement de G1 au voisinage du point de transition. Donc on a effectivement vu dans cette expérience que G1 gagnait un ordre beaucoup plus long dès qu'on passait le point de transition BKT. Cette expérience a eu une autre vertu, c'était vraiment une expérience préliminaire, donc il y a eu pas mal d'améliorations depuis, j'en vais en donner quelques-unes, mais elle a une autre vertu qui a été de détecter les vortex à la transition, le fait que quand on commençait à perdre l'ordre, le quasi-ordre à longue portée, l'ordre algébrique, eh bien, il y avait des vortex qui proliféraient. Et ces vortex, comment est-ce qu'ils se manifestent dans cette expérience ? Eh bien, si vous avez un vortex qui est présent dans un des deux plans, là je l'ai mis par exemple dans le plan supérieur, et pas de vortex dans le plan inférieur, eh bien, ça veut dire que la phase ici va tourner autour de ce point en valant par exemple 0 à droite et puis pi à gauche du vortex, alors que là, la phase va être plus ou moins uniforme, enfin elle peut osciller lentement, c'est ce qu'on a vu avant, mais donc elle va être quasiment uniforme à l'échelle de la position du vortex. Et quand vous faites interférer le plan du haut avec le plan du bas, eh bien, dans la partie droite, ici, vous avez θ égale 0 et θ égale 0 qui interfèrent. Ça vous donne une interférence qui sera en cosinus carré kz. Ici, vous avez θ égale 0 qui interfère avec θ égale pi, donc vous avez un changement de phase. À ce moment-là, vous aurez du sinus carré kz, et puis ça se raccorde au milieu avec une ligne qui est plus ou moins grise. Donc là, vous avez le cos carré kz à droite, le sin carré kz à gauche, et puis une dislocation qui apparaît dans le profil d'interférence. Alors là, c'est une figure où il n'y a qu'une seule dislocation, mais on avait des figures aussi où il y en avait 2, 3, 4 qui signalaient la présence de 2, 3 vortex. Alors cette expérience donc, a été ensuite améliorée par pas mal de groupes, en particulier en 2013 dans le groupe de Séoul en Corée, le groupe de Yong-il Shin. Ils ont pu mettre en évidence des vortex thermiques, donc des vortex activés sous l'effet des fluctuations thermiques, mais observés non pas sur le côté comme ici par interférence, mais observés directement par au-dessus. Et à ce moment-là, les vortex apparaissent comme des trous de densité, simplement. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, pour mesurer G1 un peu plus précisément que ça, une méthode que j'ai donc déjà mentionnée très brièvement pour l'expérience de Cambridge, mais que je vais décrire un peu plus en détail maintenant, c'est de mesurer la distribution à l'impulsion. Il y a en effet une relation de Fourier entre la distribution à l'impulsion et la fonction G1. Alors, essayons d'être un tout petit peu plus précis. G1, a priori, est une fonction à deux variables, R et R', si je prends un fluide qui n'est pas homogène. Et ce que je peux définir pour ce fluide donc non homogène, c'est une fonction de corrélation G1 moyennée. Plus précisément, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre deux points séparés par une distance petit r, donc j'en prends un en grand R plus petit r sur 2 et l'autre en grand R moins petit r sur 2. Donc ces deux points sont caractérisés par la fois par grand R et petit r. Et je vais moyenner sur la variable grand R, c'est-à-dire que j'ai deux points séparés par petit r, et puis je moyenne, en gardant l'espacement entre les deux points constants, je moyenne sur leur centre le centre du segment entre les deux points, si vous voulez. Donc c'est ce que représente cette intégrale, l'intégrale sur grand R de G1 de grand R plus petit r sur 2, G1 de grand R moins petit r sur 2. Ce faisant, j'obtiens une fonction qui est une fonction que de petit r, la distance entre mes deux points. Et là, eh bien, on peut montrer, c'est simple, c'est juste introduire des relations de fermeture, on peut montrer que quelle que soit la force d'interaction, ce n'est pas un résultat de gaz parfait, c'est un résultat général, que ce G1 bar de R, c'est la transformée de Fourier dans mon piège de la distribution en impulsion N de P. D'où l'idée de, plutôt que de chercher à mesurer G1 de R, qui implique des méthodes interférométriques, comme on l'a vu à l'instant, mesurer plutôt N de P, mesurer une distribution en impulsion, chose qu'on sait a priori bien faire, puisque
mesurer une distribution d'impulsion pour un gaz piégé, il suffit de couper le piège, laisser le gaz s'étaler, et si il s'étale assez, les effets de taille initiale sont négligeables, et on a comme ça la distribution d'impulsion du gaz. Donc là, je vous montre des expériences qui ont été faites à Heidelberg il y a 2 ans. Ça consiste à prendre un gaz d'atomes fermioniques. Alors vous allez me dire, si on prend des gaz d'atomes fermioniques, on est mal parti. C'est pas aussi simple que ça, parce que en fait, les chercheurs de Heidelberg, c'est le groupe de Selim Yokim, c'est un gaz d'atomes fermioniques de lithium-6. Ils se sont placés au voisinage d'une résonance de Feshbach. Et en fait, pour les données que je montre ici, eh bien, les atomes fermioniques de lithium-6 sont appariés, ont formé des molécules donc, de lithium-2, et ces molécules faites avec 2 atomes fermioniques sont des bosons. Donc on a un gaz d'atomes bosoniques, mais c'est un gaz qui est en interaction forte parce qu'on est au voisinage de la résonance de Feshbach. Ici, vous voyez qu'on va toucher les limites de la limite de champ classique, puisqu'on a un G-til qui vaut 3. Donc c'est vraiment des interactions violentes entre les gaz, entre les particules, les molécules qui forment le gaz. Alors qu'est-ce qu'on voit? Donc on mesure la distribution d'impulsion, là je ne la donne pas ici, on fait sa transformée de Fourier, et on regarde cette fonction G1 bar, donc la transformée de Fourier de la distribution d'impulsion. Et elle est tracée donc ici en fonction de petit r, G1 bar, et vous voyez qu'on a pris ici des coordonnées logarithmiques en abscisse et des coordonnées logarithmiques en ordonnée. Pourquoi ça? Eh bien simplement que si vous cherchez un ordre algébrique, si vous cherchez un G1 bar qui se comporte comme 1 sur R puissance eta, eh bien vous avez intérêt à tracer ça en coordonnées log-log, parce qu'à ce moment-là, vous attendez une droite, et la pente de la droite, ce sera simplement le coefficient eta que vous voulez mesurer. Alors, est-ce que vous voyez une droite là? La réponse est oui, au moins pour les points violets. Ici, on voit bien une droite. Alors, c'est quoi les points violets? Les points violets, c'est les points obtenus à basse température. Oui, c'est ça, c'est les points obtenus à 0,31 ici. C'est les points obtenus à basse température. On voit bien sur quelque chose qui doit faire à peu près une décade, on voit bien un comportement linéaire en coordonnées log-log, c'est-à-dire un G1 qui décroît algébriquement. Si on augmente la température, là, à ce moment-là, on perd vraiment ce comportement algébrique. Comme vous voyez, on a quelque chose qui est comme ça, et on va le voir dans un instant, cette loi-là, à haute température, le rouge se fit beaucoup mieux par une exponentielle décroissante que par une loi algébrique. Bien, donc ça c'est plutôt sympathique, on a quelque chose qui semble passer d'un comportement algébrique à un comportement exponentiel quand on augmente la température. Essayons d'être plus précis. Donc, pour être plus précis, ce qu'ont fait les chercheurs de Heidelberg, c'est de mesurer la qualité de l'ajustement, d'une part par une loi de puissance, une décroissance algébrique, et par une exponentielle, et ils ont tracé le paramètre Ki2, qui caractérise la qualité du fit. Alors, en rouge, vous avez l'ajustement par une loi exponentielle, en bleu, vous avez l'ajustement par une loi de puissance. Les points sont les points publiés par le groupe de Heidelberg. Les lignes continues, c'est moi qui les ai rajoutées pour que ce soit plus clair. Donc j'ai un peu changé leurs données. Enfin, je n'ai pas changé leurs données, mais j'ai simplement changé leur figure en rajoutant une ligne continue. Ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'à basse température, ici, l'ajustement par une loi de puissance conduit à un Ki2 qui est beaucoup plus faible que le Ki2 par un ajustement exponentiel. Donc effectivement, c'est bien algébrique à basse température, et effectivement, c'est plutôt exponentiel à haute température. Donc les données à basse température privilégient effectivement un comportement en R puissance moins eta. C'est ce qu'on attend. Le problème, c'est que l'exposant eta que l'on déduit de ces ajustements, eh bien, il atteint une valeur qui est de l'ordre de 1,5. Or, je vous rappelle que la transition BKT, on avait relié eta à la densité superfluide. On avait dit que cette densité superfluide était toujours supérieure ou égale à 4, et eta, c'est 1 sur ds, 1 sur la densité superfluide. Donc eta doit toujours être inférieur ou égal à 1 quart, 0,25. Là, on trouve 1,5, donc on trouve quelque chose qui est 6 fois trop grand. Alors, est-ce que c'est que la transition BKT est fausse? Non, heureusement. En fait, ça a été compris il y a quelques mois par Holtzman et collaborateurs. La raison pour laquelle on ne trouve pas le bon coefficient eta, c'est qu'on est dans un piège. C'est que quand vous faites ce type d'expérience, quand vous prenez un gaz piégé, donc avec un cœur superfluide et puis un pourtour qui, lui, n'est pas superfluide, vous faites votre temps de vol, donc tout le monde se mélange dans le temps de vol. Quand vous mesurez la distribution en impulsion, vous mesurez la distribution en impulsion de tout le monde, à la fois du cœur superfluide, mais aussi de la partie qui n'était pas superfluide. Et quand vous reprenez la transformée de Fourier pour avoir G1 bar, eh bien, en fait, vous mélangez tout.
Vous ne testez pas seulement la partie superfluide. Et la raison pour laquelle on viole l'inégalité ici par un facteur 6, eh bien, c'est simplement qu'on a tout mélangé, partie superfluide et partie non superfluide, et que du coup, on n'est pas capable d'extraire une vraie valeur pour le quotient état. Ça rejoint quelque chose sur lequel Thierry Giamarchi insistait là, dans son séminaire pour ceux qui étaient la semaine dernière. C'est qu'une chose à faire quand on étudie les gaz, maintenant, c'est de s'affranchir du piège. Alors, c'était peut-être un peu trop catégorique de le dire comme ça, mais c'est vrai que dès qu'on s'intéresse à des quantités qui sont des quantités non locales, des quantités qui portent sur quelque chose à longue portée, eh bien, le piège, c'est plutôt une nuisance qu'un bénéfice. C'est-à-dire qu'on préférait avoir un système homogène si on s'intéresse à des corrélations entre deux points qui sont loin l'un de l'autre. Bien, mais ceci étant, pour l'instant, la manip n'a pas été faite dans un système homogène, donc voilà ce qu'on a à se mettre sous la dent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de local tout en testant la superfluidité ? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est précisément tester si le système est superfluide, et ça ne nécessite pas d'aller faire des choses globales. On peut regarder des choses locales simplement en se disant, j'ai mon gaz, je sais que le centre est plutôt superfluide, alors que l'extérieur ne l'est pas, eh bien, je vais aller tester la superfluidité plutôt au voisinage du centre. Et tester la superfluidité directement, c'est quoi ? Eh bien, c'est revenir à la définition de la superfluidité, c'est prendre une petite impureté, et puis essayer de la bouger localement, et voir si ce mouvement de l'impureté excite ou non le système, c'est-à-dire est-ce qu'elle dépose ou non de l'énergie. Ça, c'est une expérience qu'on avait faite ici pour les atomes de rubidium, mais je ne vais pas la décrire ici. Ça a été refait de manière très jolie, toujours pour des molécules de lithium-6 en interaction forte, par un groupe à Hambourg, le groupe de Hennig Moritz, et ils ont effectivement vu que ce gaz de molécules en interaction forte avait un cœur superfluide, alors que la périphérie ne l'était pas. Donc le schéma de l'expérience est représenté ici. L'impureté qu'on va promener, c'est un faisceau lumineux. Ce faisceau lumineux, selon sa longueur d'onde, peut créer un trou ou créer une bosse de potentiel. Dans notre manip à nous, c'était plutôt un creux de densité qu'il faisait. Là, il crée plutôt une bosse de densité. Et cette bosse de densité, eh bien, on la bouge, on la fait tourner sur un cercle, donc on sonde des régions qui sont de densité constante. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est que selon l'endroit où on se met, on trouve quelque chose qui est effectivement superfluide, c'est-à-dire, c'est les points bleus ici, ou quelque chose qui est normal. Alors, qu'est-ce qui est tracé là, plus précisément ? Eh bien, en abscisse, vous avez la vitesse à laquelle vous bougez, et en ordonnée, vous avez quelque chose qui mesure l'échauffement du gaz. Plus précisément, ici, ce que vous avez, c'est la densité centrale. Si vous ne déposez pas d'énergie dans le système, la densité centrale reste élevée. Si au contraire, en bougeant votre petite impureté, vous chauffez le système, bien, comme vous chauffez le système, le gaz s'étend plus dans le piège, donc la densité centrale baisse. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que quand on bouge l'impureté dans la zone qu'on s'attend à être superfluide, eh bien, au moins si la vitesse de l'impureté n'est pas trop grande, il n'y a pas de chauffage, la densité centrale reste constante, et puis il y a une vitesse critique au-delà de laquelle là, on va quand même trop vite et on excite le système. En revanche, si vous mettez sur la périphérie, là où le gaz est normal, eh bien, quelle que soit la vitesse de l'impureté, aussi faible soit-elle, vous chauffez le gaz, vous diminuez la densité centrale. Donc ça, c'est une belle illustration de ce comportement superfluide. Et là, c'est une mesure locale, donc on ne souffre pas de l'inhomogénéité qu'on a dans un piège. Au contraire, là, pour le coup, c'est plutôt un bénéfice, puisqu'on peut, comme ça, sur un même échantillon, aller tester les deux comportements, superfluide et normal. On obtient comme ça quelque chose qui est en très bon accord avec la prédiction théorique que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on regarde le potentiel chimique local, le mu moins le potentiel de piégeage V de R sur KT, au point où on perd la superfluidité, c'est-à-dire où on passe de la courbe bleue à la courbe rouge, eh bien, ça correspond bien à ce qu'on attend avec le paramètre G tilde qu'on a mis dans l'expérience. Donc ça, c'est une autre méthode pour tester la superfluidité. Je termine par une dernière méthode qui est l'étude de modes particuliers, qui est ce qu'on appelle les modes ciseaux. Les modes ciseaux, ce sont des modes collectifs du système qui permettent d'étudier directement la superfluidité de ce système. Alors, c'est une idée qui est issue de la physique nucléaire. En physique nucléaire, il y a des manifestations de superfluidité dans les noyaux lourds. Eh bien, le mouvement des protons et des neutrons à l'intérieur des noyaux peut être superfluide. Et là, il n'est pas question d'aller bouger une impureté dans le cœur du noyau, ça on ne sait pas faire, pas encore en tout cas. Et donc, une technique qui a été étudiée pour étudier la superfluidité, c'est de chercher des modes particuliers, en l'occurrence ce mode ciseau, qui est un mode où vous avez, donc c'est un noyau qui est allongé naturellement, il a un moment quadrupolaire, et vous étudiez le mouvement relatif des neutrons et des protons, qui est un mouvement comme ça, et ce qu'on trouve, c'est que ce mode n'est pas amorti, ou très peu amorti, ce qui est la preuve de superfluidité.
D'accord ? Et vous voyez pourquoi ça s'appelle un mode ciseau, puisque c'est un mouvement qui ressemble beaucoup à celui d'une paire de ciseaux. Donc, on peut transposer ce mode à des gaz d'atomes froids. Ça a été proposé il y a déjà près de 20 ans par David Guéry-Hodelin et Sandro Stringari. L'idée est de se mettre dans un piège harmonique non isotrope, donc une fréquence d'oscillation différente selon l'axe X et l'axe Y. Vous prenez un gaz qui initialement est au repos, donc il est plus allongé selon Y que selon X à l'équilibre, et puis vous tournez légèrement le gaz par rapport aux axes propres du piège, et vous regardez le mouvement d'oscillation du nuage après ce petit tilt des axes. Si vous avez affaire à un gaz thermique, le mouvement est assez compliqué, il fait intervenir plusieurs fréquences propres, au moins 2 fréquences. Typiquement, si vous avez un gaz idéal, vous aurez les 2 fréquences ωx plus ωy et ωx moins ωy qui contribueront au mouvement. Et puis, vous avez un amortissement de ce mouvement en plus. En revanche, si vous êtes dans le régime superfluide, eh bien, ce mouvement est non amorti et il se fait à une seule fréquence, qui est la racine carrée de ωx carré plus ωy carré. Alors, je ne démontre pas tout ça. Claude Cohen-Tanouji, dans un de ses cours au collège, avait consacré un cours entier à ce mode ciseau, donc je vous renvoie à ce cours de Claude pour si vous voulez en savoir plus. Ce que je veux dire ici, c'est que ça a été mis en œuvre récemment dans le groupe de Paris-Nord-Villetaneuse, le groupe d'Hélène Perrin, l'étude de ce mode ciseau. Alors, a priori, on pourrait se dire, si on doit étudier un mode collectif, ça va souffrir du même défaut que le défaut que je mentionnais pour la mesure de la distribution d'impulsion, c'est-à-dire que ça va être une mesure globale, et donc je vais mélanger des aspects qui portent sur le cœur superfluide et d'autres aspects qui portent sur la périphérie normale du piège. Alors c'est vrai si on regarde un mode qui porte sur l'ensemble du piège, mais ce qui a été fait à Paris-Nord, la ruse a été de se concentrer sur un petit anneau, ici, donc à l'intérieur du nuage, sur un petit anneau d'une épaisseur juste de quelques microns, et de regarder à l'intérieur de ce petit anneau l'oscillation de la valeur moyenne du produit XY, qui est ce qui révèle l'oscillation ciseau, comme on l'a vu à la diapositive précédente, et regarder donc, en fonction du petit anneau qu'on choisit à l'intérieur du gaz, si on a une fréquence propre ou 2 fréquences propres, et comment est-ce qu'elles s'accordent avec ce qu'on attend, le racine d'ωx carré plus ωy carré. Donc là, je vous donne les résultats. Alors j'ai masqué, là encore, j'ai un peu, pas trafiqué les données, mais masqué certaines données. Hélène est dans la salle, donc elle pourra protester si elle veut. Simplement, j'ai masqué ce qui se passait pour les trop petits anneaux, parce que c'est un peu compliqué et ce n'est pas pertinent pour ce que je veux dire. Mais ce qu'on trouve, c'est donc que pour les relativement petites valeurs des anneaux, ici, eh bien, vous trouvez une seule fréquence d'oscillation, qui est aux alentours de 60 Hz ici. Là, l'autre fréquence vaut 0, donc autant dire qu'il n'y a rien à voir. Et puis, quand vous prenez un anneau qui est plus grand que ça, donc aux alentours de 20 microns ici, donc un anneau qui bascule dans la partie thermique, qui a quitté le cœur superfluide et qui bascule dans la partie thermique, là, à ce moment-là, vous trouvez 2 fréquences propres et vous trouvez aussi de l'amortissement. Donc là, vous en avez une qui est aux alentours de 10 Hz et l'autre qui passe aux alentours de 80, au lieu d'en avoir une seule aux alentours de 60. Donc il y a eu pas mal de choses dans cet article. Il y a aussi l'étude des amortissements de ces modes. Mais ce qui est sympathique, c'est qu'avec ça, on retrouve, là encore, le critère de superfluité. C'est-à-dire que si vous regardez où se passe la transition entre une seule fréquence propre et 2 fréquences propres, eh bien, ça correspond bien, c'est le trait bleu ici, à ce qu'on attendrait avec l'approximation de densité locale, la formule en G tilde sur pi, log de 1 sur G tilde. Voilà. Donc ça termine ce que je voulais vous dire sur les atomes et les molécules, où on a finalement donc su caractériser effectivement la transition superfluide. On a su aller au-delà en vérifiant effectivement qu'il y avait une superfluidité importante dans la zone de basse température. En revanche, comme vous l'avez vu, ce n'est pas si évident que ça de détecter le quasi-ordre à longue portée, cette décroissance en 1 sur R puissance θ. Dans le temps qui reste, j'aimerais passer à un autre système qui sont les polaritons de cavité, qui sont un autre système bidimensionnel sur lequel on peut étudier cette physique. Alors, les polaritons de cavité, comme je l'ai dit, c'est un système hybride. C'est un système hybride lumière-matière, et je vais commencer par vous rappeler ou vous dire quelles sont les 2 composantes en fréquence. Donc, je commence par la lumière. La partie lumineuse, eh bien, c'est directement inspiré de ce qu'on a déjà vu ensemble pendant le cours 2, je crois, où je vous avais décrit la condensation de Bose-Einstein de photons dans une cavité. Eh bien, je vous rappelle ce qu'on avait vu à ce moment-là, c'est que quand vous prenez des photons entre 2 miroirs, donc les 2 miroirs sont représentés ici, en l'occurrence ce sera des miroirs de Bragg, si vous vous limitez à des modes longitudinaux relativement peu excités, c'est-à-dire que c'est une cavité qui a une distance qui est juste de l'ordre de quelques longueurs d'onde, et si vous vous limitez également à l'approximation paraxiale,
eh bien, vous pouvez paramétrer l'état du photon par le moment transverse, Kperp, le vecteur d'onde le long de l'axe de la cavité Kz, lui, est figé, on s'est mis dans un mode spatial donné, et je peux écrire la relation de dispersion à l'approximation paraxiale sous la forme h bar oméga 0 plus quelque chose qui ressemble à une relation de dispersion pour une particule massive, c'est-à-dire que ce sera quadratique en Kperp carré, avec un préfacteur que je peux toujours écrire en termes d'une masse effective pour les photons. Et la masse qu'on avait trouvée au cours 2, eh bien, elle reste valable ici, la géométrie est à peu près similaire. La masse que je dois assigner aux photons pour ce mouvement bidimensionnel est de l'ordre de quelques 10-5 fois la masse de l'électron. Donc c'est une masse extrêmement faible, mais néanmoins c'est une masse non nulle. Le facteur de la qualité de la cavité est assez important, 10 puissance 4 ou quelques 10 puissance 4, ce qui fait que les photons ont une longue durée de vie dans la cavité, ils font beaucoup de rebonds entre les deux miroirs avant de sortir. Voilà, donc ça c'est la première composante. La deuxième composante, c'est la matière. La matière, ce sont des excitons, donc des paires électrons-trous, des paires liées, qui sont produites dans ces puits quantiques là. Un puits quantique, c'est donc une zone construite lors de la croissance d'un semi-conducteur. L'épaisseur du puits quantique est très très faible, inférieure à 10 nanomètres. Donc le mouvement de l'exciton est complètement gelé dans la direction Z. En revanche, il peut se déplacer librement dans le plan XY, dans le plan perpendiculaire. Et donc là encore, j'ai une relation de dispersion qui est celle d'une particule massive, qui va être en h bar Kperp carré sur 2 fois la masse de l'exciton. La masse de l'exciton, c'est simplement la masse de l'électron et la masse du trou, puisque l'exciton, c'est une paire électron-trou. Et dans ce qui va suivre, je vais considérer l'exciton comme une particule bosonique. C'est une approximation. Hein. Si j'ai trop d'excitons, si les électrons et les trous commencent à se chevaucher les uns les autres, deux excitons se recouvrent, là, il faut abandonner cette approximation de traiter l'exciton comme une particule bosonique. Mais si le gaz d'exciton est suffisamment dilué, c'est une bonne approximation. Donc je vais maintenant hybrider les photons qui sont bien sûr des bosons, et puis ces excitons qui sont également des bosons. Alors comment se fait cette hybridation ? Eh bien, ici, je vous ai mis les relations de dispersion qu'on vient de trouver. Donc vous avez ici Kperp, vous avez la relation de dispersion pour les photons, avec la masse que j'ai assignée aux photons, ce 10-5 fois la masse d'un électron, et puis ici, vous avez la parabole pour les excitons, h bar 2 K2 sur 2m, divisé par la masse de l'exciton. Alors, comme la masse de l'exciton, c'est 2 fois la masse de l'électron, enfin, sa masse de l'électron plus la masse du trou, la courbure de cette parabole, ici, pour l'exciton, est 10 puissance 5 fois plus faible que la courbure pour le photon. Donc, à l'échelle de ce dessin, ma parabole pour l'exciton, elle a l'air d'être une ligne horizontale. En toute rigueur, ce n'est pas une ligne horizontale, simplement, c'est 10 puissance 5 fois moins courbé, donc ça ne se voit pas. Et donc, le couplage, maintenant, va se faire entre les photons et les excitons, c'est-à-dire que quand vous avez un exciton, une paire électron-trou, eh bien, cette paire peut se recombiner en libérant un photon qui va se mettre dans le mode de la cavité. Et inversement, si j'ai un photon présent dans le mode de la cavité, eh bien, ce photon peut disparaître en créant une paire électron-trou, une paire un exciton. Donc je vais avoir un couplage exciton-photon. L'important, c'est que ce couplage conserve l'impulsion. Donc je peux traiter ce couplage indépendamment pour chaque valeur de Kperp, pour chaque valeur de l'impulsion transverse dans le plan XY. Donc finalement, ce que je dois résoudre, c'est une matrice 2 par 2, où je mets sur la diagonale l'énergie du photon en haut à gauche, l'énergie de l'exciton en bas à droite, et puis sur les termes en dehors des diagonales, je mets le couplage grand oméga qui me décrit donc comment est-ce qu'une paire d'excitons peut se transformer en photon et comment un photon peut se transformer en une paire d'excitons. Quand on fait ça, donc on doit diagonaliser cette matrice 2 par 2 et retracer ces courbes-là. Donc on obtient un diagramme qui est comme ça. Je vous dirai tout de suite dans un instant d'où j'ai extrait ce diagramme. Donc sur ce diagramme, vous retrouvez en pointillé les deux relations du photon que je peux qualifier de nu, si vous voulez, et de l'exciton que je peux qualifier de nu, ici. Puis une fois que j'habille les deux, c'est-à-dire une fois que je couple ici, que je prends en compte le couplage grand oméga, eh bien j'obtiens les courbes en traits continus, ici. Pointillé, c'est sans couplage, et le trait continu, c'est avec couplage. Et ce couplage, on peut le qualifier de fort au sens où le couplage grand oméga ici est grand devant l'inverse de la durée de vie d'un photon. Le photon, je vous ai dit, il rebondit entre les miroirs et puis finit par sortir de la cavité. Mais avant que le photon ne sorte de la cavité, eh bien, le couplage a eu le temps d'agir beaucoup. Et donc, on traite d'abord le couplage fort, on diagonalise d'abord ça, et puis ensuite on traite comme une petite perturbation le fait que les photons peuvent sortir de la cavité. Donc on est dans un régime de couplage fort. Alors, ce qui est remarquable ici, avec ces courbes en traits continus, là,
Eh bien, c'est, pour le dire trivialement, c'est qu'on a à la fois le beurre et l'argent du beurre. Ce que je veux dire par là, c'est que si je me mets au voisinage de cette branche ici, le beurre, c'est le fait qu'on a une courbure importante. Alors que les excitons avaient une masse qui était relativement élevée, qui était donc masse d'un trou plus la masse d'un électron, donc une courbure très faible, et bien là, la courbure que je me récupère ici, c'est grosso modo la courbure que j'avais pour les photons, donc une masse extrêmement légère. En fait, pour être plus précis, c'est la moitié de cette courbure, parce que si vous voulez, la courbure ici est partagée entre la ligne supérieure et la ligne inférieure. Donc, je récupère pour cette excitation hybride, lumière-matière, une masse qui est une masse faible, qui est simplement 2 fois la masse effective d'un photon. Alors, pourquoi est-ce que c'est un bénéfice, ça? Eh bien, c'est parce qu'une masse faible, ici au dénominateur, ça va me donner une grande longueur d'onde de De Broglie. Donc un système qui naturellement va être très quantique, très facile d'atteindre la dégénérescence quantique. Donc on est content parce qu'on a des particules de masse faible, donc qui seront, entre guillemets, faciles à rendre quantiques collectivement. Mais en même temps, on a aussi l'argent du beurre, parce que la composante matière n'est pas absente du tout ici. Si, pour l'écrire très simplement, je peux dire que l'état que j'ai en bas de bande ici, c'est 1 sur racine de 2, la partie lumineuse plus la partie matière. Donc j'ai quand même une fraction composante matière importante. Et ce qui est intéressant avec la composante matière, c'est que j'ai de l'interaction qui va venir. C'est que 2 excitons interagissent entre eux. Donc le 1 sur racine de 2 exciton qui est là, eh bien, il va interagir beaucoup avec le 1 sur racine de 2 exciton de la particule voisine. Donc, ce faisant, j'ai à la fois des particules de masse très légère, donc faciles à rendre quantiques, et qui interagissent. Contrairement à ce qui se passait dans l'expérience de Bonn, où c'était la condensation de photons purs, et donc là on avait quasiment un gaz parfait, là on a un gaz qui est en interaction non négligeable. Voilà. Donc ce faisant, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, la première chose qu'on observe, c'est de là que j'avais tiré les images précédentes, c'est qu'on observe donc l'apparition d'un ordre ou d'un quasi-ordre dans ce système quand on le refroidit assez ou quand on a une densité suffisamment élevée. Ça a été vu en 2006 dans cette manip de Kastrak et al. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a affaire à un système qui est un régime forcé, c'est quand même pas un système complètement clone des systèmes d'atomes ou de molécules que j'ai regardé avant. C'est-à-dire qu'on a un régime forcé parce qu'on a en permanence un laser qui crée des paires électrons-trous, qui crée les excitons. Alors il peut les créer assez loin du minimum de la bande que j'ai décrit, mais en tout cas on crée en permanence des excitons, des paires électrons-trous. Ces paires électrons-trous relax vont former ce condensat ou ce quasi-condensat donc au fond de la bande qu'on vient de voir, la bande d'énergie qu'on vient de voir. Et puis ensuite, les photons, eux, ils s'échappent de la cavité. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est eux qui portent l'information sur ce qui se passe dans la cavité. Donc, si on veut décrire ça, on peut continuer à utiliser un formalisme de Gross-Piaevski, mais on doit le généraliser, c'est-à-dire qu'on doit lui rajouter un terme d'amortissement. Ici, c'est le moins I gamma sur 2 psi qui décrit comment est-ce que les photons sortent de la cavité, éventuellement d'autres paires présentes dans le système. Et puis un terme de pompage, gamma pompe, qui décrit comment est-ce qu'on alimente ce gaz d'exciton en permanence. Or, ce pompage, incidemment, peut être cohérent ou incohérent, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Alors, qu'est-ce qu'on trouve quand on fait une mesure de propriétés superfluides ou de propriétés d'ordre à longue portée dans ce système? Alors, les premières mesures ont été faites dans le groupe de Jacqueline Bloch. Elles portaient plutôt sur les systèmes 1D, donc je ne vais pas les décrire en détail ici. Je vais m'intéresser plutôt à des manips faites par le groupe de Yoshi Yamamoto à Stanford et à Tokyo, qui portaient sur des systèmes bidimensionnels, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a étudié G1 dans ces systèmes bidimensionnels? Eh bien, c'est une manip qui est très élégante. On prend l'échantillon qui est là, et on regarde la lumière qui sort de l'échantillon, donc la partie photonique du gaz de polariton, et on va faire interférer cette partie photonique avec elle-même. C'est l'intérêt de ces manips de polariton, c'est que le champ qui sort de la cavité, il porte l'information sur la phase. Contrairement à des manips d'atomes froids ou de molécules froides, où tout ce que vous pouvez mesurer, c'est la densité de molécules, mais vous n'avez pas la phase de votre condensat ou de votre quasi-condensat avec les manips de particules matérielles. Là, les photons qui sortent de la cavité portent directement la phase du champ psi que j'avais écrit ici. Donc, si je suis capable de faire des manips d'interférence sur ce champ psi, eh bien, je révèle tout de suite l'ordre à longue portée ou le quasi-ordre à longue portée qui était présent dans le système. Alors, comment est-ce qu'on le mesure, ça? Donc, on récupère les photons qui sortent de la cavité, on les envoie sur un détecteur. Alors, on en envoie une partie directement sur le détecteur comme ça, et puis on en envoie une autre partie sur un coin de cube,
Et un coin de cube, les coins de cube, c'est ce qu'il y a dans les petits réflecteurs, les catadioptres là, que vous avez sur toutes les pédales de vélo ou sur tous les panneaux de signalisation routière. C'est quelque chose qui renvoie toujours la lumière qui arrive dessus parallèlement à elle-même, mais ça inverse l'image. Donc ici, vous envoyez l'image de l'échantillon, et ici, vous envoyez l'image inversée. C'est ce R ici et ce R pris dans un miroir là. Et donc, vous envoyez tout ça sur une caméra, donc vous le faites interférer, le R et le R bar, si je puis dire, ou le R miroir. Et donc, quand vous faites ça, eh bien, vous obtenez des belles franges d'interférence. Et en regardant ce qui se passe, donc, ce contraste des franges d'interférence en 2 points comme ça, eh bien, vous pouvez vous convaincre assez facilement, puisque vous faites interférer l'échantillon avec son image miroir, que vous mesurez la fonction G1 de R moins R. D'accord, c'est bon, c'est une algèbre très simple qui vont conduire à ça. Que voit-il? Eh bien, ce qu'il voit, c'est une histoire qui va vous rappeler un sentiment, enfin, ça, vous allez avoir un sentiment déjà vu. Il voit bien un 1 sur R puissance état, mais le état n'est pas du tout celui qu'on attend. Le état n'est pas du tout celui qu'on attend, il est encore une fois trop grand. Là, il valait 1.2, le état qu'il trouvait, alors qu'encore une fois, état ne devrait pas dépasser 0,25 si on croit à la transition BKT. Alors, pourquoi ça? Alors là, je dirais, la situation est beaucoup plus floue. Une explication qui avait été proposée dans les manips de 2012, les manips de Tokyo et de Stanford de 2012, la première explication qui avait été proposée, c'est que comme on a affaire à un système ouvert, ce régime forcé où vous avez en permanence des pertes et de l'alimentation, eh bien peut-être que la loi ici ne s'applique pas. Alors, bon, c'était une explication qui en valait une autre. En fait, les manips ont été refaites en 2014 par le même groupe, donc il n'y a pas une compétition entre deux groupes qui se chamailleraient. Par le même groupe, ils ont simplement modifié la forme du faisceau de pompe produisant les excitons, et là, ils semblent trouver quelque chose qui est compatible avec la borne supérieure de 0,25. Donc, ce n'est pas très clair pourquoi les manips de 2012, elles, n'avaient pas donné ça. Ils disent que c'est la forme du faisceau qui n'était pas bien adaptée. Je ne suis pas capable de juger. Enfin, disons que c'est un point qui, je pense, mérite d'être refait par d'autres groupes pour être complètement convaincant. Un point qui est important quand même, c'est un article récent publié par Ehud Altman et collaborateurs, donc ça, lui, date d'il y a moins de 2 ans, qui est sur finalement ce que ça veut dire ce régime forcé qu'on a pour les polaritons, le fait qu'on soit en présence d'un système dissipatif. Qu'est-ce que ça implique? Et le résultat de Altman et al., c'est qu'en fait, effectivement, le fait qu'on ait un système dissipatif, ça change radicalement la nature du problème BKT. Mais ça change radicalement en un point que ce n'est pas simplement la valeur de état qui va être changée, c'est l'existence même de l'ordre algébrique qui est changée. Et la raison est la suivante. C'est que si vous prenez un système ouvert, et si vous vous intéressez à la phase θ de votre champ psi, qu'on a étudié jusqu'à maintenant, eh bien, on peut facilement établir une équation de mouvement pour la phase θ, je ne l'ai pas fait, mais on peut la déduire de ce qui précède. Et cette équation d'évolution pour la phase a l'allure suivante. Un coefficient de diffusion, d fois Laplacien θ, un terme de bruit blanc, qui est le terme du fait que vous avez un régime forcé, donc vous pilotez en permanence le système, et puis un terme non linéaire, un terme qui est un coefficient lambda fois gradient θ au carré. Alors si ce terme non linéaire n'est pas présent, tout va bien. C'est-à-dire que si vous avez lambda égale 0 là-dedans, vous avez une équation de diffusion pour la phase, donc un terme en Laplacien θ plus un terme de bruit, et ça c'est assez facile de montrer qu'à ce moment-là, on retrouve l'ordre algébrique qu'on avait jusqu'à maintenant, la théorie BKT s'applique, tout va bien. Mais dès que lambda est non nul, et en général lambda est non nul si on prend l'équation de Gross-Piasecki généralisée, à ce moment-là, cette équation, eh bien, c'est en fait une équation connue en physique statistique, c'est l'équation KPZ, Kardar-Pareti-Zhang, et quand vous l'injectez dans le processus du groupe de renormalisation, le groupe de renormalisation, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, eh bien, le terme lambda devient très vite dominant. Et ce terme lambda rend la phase de plus en plus rugueuse, c'est-à-dire qu'il va favoriser des pics de phase étroits, et il va détruire l'ordre à longue portée. Si vous voulez, il joue un rôle, pour le dire très vite, un peu similaire à celui des vortex, ça casse tout ce qu'on pourrait espérer comme ordre à longue portée. Donc, quand on passe par le groupe de normalisation, le terme non linéaire en lambda finit toujours par l'emporter, et la conclusion de Altman et al., c'est que finalement, dans ces gaz de polaritons, on attend toujours une décroissance exponentielle de G1 de R à longue distance. On ne peut pas espérer voir un ordre algébrique. Alors bien sûr, les expériences sont faites en taille finie, donc peut-être que localement, sur les tailles de l'échantillon, on peut récupérer quelque chose qui ressemble à un quasi-ordre algébrique. Mais si on va regarder assez loin, eh bien on doit toujours
avoir une décroissance exponentielle. Le fait que le système soit ouvert change effectivement dramatiquement les prédictions qu'on peut faire sur cet ordre. Donc je termine avec une dernière manip, qui est une manip qui, tout comme elle a été faite pour les atomes froids, peut être faite avec les polaritons et qui teste effectivement là, localement, le fait que cette manip est superfluide. Ça, c'est une manip qui a été faite au LKB à Jussieu, dans le groupe d'Alberto Bramati et Elisabeth Giacobino, où là, c'est une manip qui en fait était antérieure à ce qui a été fait avec des atomes froids, mais qui a le même principe. Vous avez un défaut et vous avez un superfluide, ce que vous espérez être un superfluide. Vous avez un mouvement relatif du défaut par rapport au superfluide, et vous posez la question, est-ce que ce mouvement relatif induit ou non de la dissipation? Donc là, en l'occurrence, c'est le superfluide qui bouge et le défaut qui est immobile. Le superfluide, il bouge parce qu'on utilise dans ce cas-là un pompage cohérent, donc on crée d'emblée des excitons et donc des polaritons avec une vitesse non nulle. Leur vitesse, dans cette manip, valait 600 000 mètres par seconde, 6,5 mètres par seconde. Et ici, vous avez deux photos prises du fluide. Une photo prise à basse densité, à peu près un polariton par micron carré. Et là, à ce moment-là, on est en dessous du seuil de superfluidité. Et donc, le flux de polariton va du haut vers le bas. Et vous voyez effectivement une sorte de traînée qui apparaît quand le défaut est présent. Le défaut, c'est juste un défaut dans la croissance de l'échantillon. C'est un défaut matériel, cette fois-ci. Et en revanche, quand vous allez à plus haute densité, donc ici 40 polaritons par micron carré, eh bien là, il n'y a absolument plus de sillage visible. Vous avez un écoulement qui est complètement superfluide. Et on vérifie qu'effectivement, c'est bien compatible avec ce qu'on attend. La vitesse du son dans cet échantillon-là, à haute densité, vaut 2,6 mètres par seconde, qui est bien plus grand que la vitesse du fluide de polariton. Donc effectivement, on est bien dans un régime où on ne s'attend pas à exciter le superfluide. On est en dessous de la vitesse critique. Voilà, donc je termine. Si on peut résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, donc ce qu'on a vu, c'est que ces fluides quantiques, que ce soit des atomes, des molécules, des polaritons, eh bien, on peut étudier précisément plusieurs caractéristiques de ces transitions BKT. Le point critique est bien là où on l'attend. Le comportement superfluide, on le voit, que ce soit avec le mouvement d'une impureté, ce qui est schématisé ici, ou ces modes collectifs via les ciseaux. On peut voir les vortex, donc tout ça c'est satisfaisant. La partie étude quantitative du quasi-ordre à longue portée, en revanche, je dirais il y a une marge de progression. C'est pas facile, et je pense que vraiment pour débloquer ça, ça va passer par des échantillons uniformes et pas des systèmes inhomogènes qu'on produit dans les gaz piégés. Et je termine en mentionnant deux prolongements qui me semblent importants. Le premier que je ne vais pas traiter dans ce cours, qui est l'influence d'un potentiel désordonné. J'en ai mis un mot, enfin une page dans les notes. Il y a eu des manips faites, en particulier chez Thomas Bourdelle à Palaiseau. Il y a eu aussi des manips faites au NIST, à Gaithersburg. Il y a également eu des théories que je cite dans les notes. Je ne le traite pas ici parce que le désordre en lui-même, c'est un sujet de cours. Je ne voudrais pas massacrer le désordre en essayant de le faire en 10 minutes. Donc, le sujet du désordre avec la localisation d'Anderson, y a-t-il une localisation d'Anderson à 2D, tout ça, je ne veux pas le faire trop vite. Donc, je préfère vous renvoyer aux quelques références que j'ai mises dans les notes et puis repousser ça à une année ultérieure où on prendra le temps pour le faire bien. L'autre point important, mais là, c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est revenir sur l'équation d'état du fluide, et en particulier sur cette notion d'invariance d'échelle que j'ai mentionnée très brièvement aujourd'hui. Et en parallèle avec cette invariance d'échelle, eh bien, on reviendra à la mécanique quantique pure et dure, et on verra comment est-ce que la mécanique pure et dure peut quand même amener un bémol dans cette invariance d'échelle en introduisant ce qu'on appelle des anomalies quantiques. Voilà, je m'arrête ici. Je vous rappelle le séminaire à 11h15 de Tillman-Fao, et je vous remercie pour votre attention. Merci.